Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour un nouveau débrief, un débrief du meilleur championnat du monde évidemment. Alors autant le multiplex de 19h a été peut-être un petit peu insatisfaisant, il n'y a pas eu grand chose, il y a eu de beaux succès, il y a eu des matchs nuls. Mais là, ce qu'on a eu à 21h, les potes, bah franchement, assez fantastique. Le PFC qui remonte un 3-0 pour aller accrocher l'OL. Monaco qui met un 5-3 à Nantes. T'as eu le 2-2 entre Toulouse et Rennes. Le 2-2 avec l'égalisation d'Angers dans le temps additionnel au Vélodrome. Le 3-0 de Strasbourg. Donc sincèrement, la soirée là qu'on a vécue, assez exceptionnelle. Donc merci à la Bundesliga de nous divertir autant, d'être aussi spectaculaire et très intéressante. Alors, évidemment, on va faire un débrief classique, on va parler de tous les matchs. Vous le savez, c'était un contexte particulier parce que y avait un multi à 19h, un multi à 21h. Donc moi, j'avais quoi qu'il arrive un multiplex en petit écran et j'avais un gros match sur l'autre écran. Donc à 19h, c'était Nice-Lille et à 21h, c'était le Nantes-Monaco. Comme Nantes-Monaco était sur BeIN et que les autres matchs étaient sur Ligue 1+. Donc, je vais pas pouvoir rentrer d'habitude dans tous les détails comme je peux faire. D'habitude, je me note des petits trucs, voilà, ce dont j'aimerais parler. Ça a plus être des réactions par rapport à ce que j'ai vu au niveau de la qualité des buts, de certaines actions défensives, des dynamiques des équipes. Donc ne vous attendez pas à un débrief où je vais être très bavard, mais si certains ont vu 90 minutes les matchs de leur équipe, comme d'habitude dans le chat, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, de votre opinion. Moi j'ai la mienne par rapport à ce que j'ai vu, mais c'est peut-être un petit peu plus condensé, donc je préfère prévenir. C'est pas le syndrome de l'imposteur, mais j'ai pas, comme ça peut être le cas les week-ends, autant de temps de liberté. Là tout était condensé en 4 heures, et sincèrement, là, on sort, comme je vous le dis, d'un multiplex. Waouh! Enfin, il s'en est passé des choses. Et on va aller le voir ensuite qu'au niveau du classement, ça se resserre bien parce que le PSG reste leader, mais n'a pris qu'un point. Monaco, Nice, Strasbourg font d'excellentes opérations. Et en bas, t'as enfin le FC Metz qui a gagné. Ça y est, la Lorraine est libérée. On n'attendra pas la 34e journée pour essayer d'y parvenir. On a aussi, comme je vous le dis, Lorient, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, et Angers, le match ce soir au Vélodrome, c'est génial dans la personnalité, c'est très très fort, donc chapeau à eux. Et puis d'autres équipes, forcément, on va y revenir là-dessus. Attention à Auxerre, hein, j'ai l'impression pour l'ami Christophe Pellissier, ça sent quand même la fin. Et puis pour Habib Beye, hein, parce que le Stade Rennais a fait encore un scénario à Stade Rennais, c'est-à-dire on mène 2-0, on se fait rattraper. La dernière fois, c'était presque l'inverse, mais pour le coup, Habib Beye qui n'a gagné que 2 matchs en 10 journées. Je sens peut-être, là, ça va tomber durant ce débrief, hein, durant ce live. Habib Beye, voilà, Arnaud Pouille, je sais qu'il devait s'exprimer dans Ligue 1+, donc ça pourrait être un tournant dans ce sens. Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'impression que Rennes a fait des matchs, et j'en ai souvenir aussi, hein, à Nantes et au Havre, où c'était bien maîtrisé, où t'as de la qualité dans les buts, même si le premier était une grosse erreur d'Abou Francis. Et ensuite, dès qu'il y a le moindre grain de sable, la moindre contrariété sur un seul des 11 joueurs, il entraîne tout le monde dans sa chute, quoi. C'est dingue à quel point, mentalement, le Stade Rennais est peut-être l'équipe la plus fragile de Ligue 1. Je le dis parce que c'est pas possible de s'écrouler au moindre temps faible, au moindre but encaissé. T'as l'impression que c'est une équipe qui n'a pas des fondations très solides d'un point de vue de la tête, et pourtant dans le jeu, encore une fois, ce soir j'ai vu des choses intéressantes. Et voilà, même si on peut se dire que Habib Beye, voilà, il y a eu un sursaut d'orgueil contre Nice, ça fait 0 point, ce soir ça fait un seul point. Je pense vraiment que ça sent la fin, quoi. Alors est-ce que on attend, comme ça arrive très très vite, le match suivant dès ce week-end, ou est-ce qu'on se dit qu'on laisse une semaine, ou est-ce que carrément on se dit on lui laisse 2 matchs, on voit ce qui se passe, et sinon c'est la trêve et ça permet de passer à autre chose. Donc à voir avec lui. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux et que surtout il y a un petit train de la hype qui est parti. Donc merci à Real Irand et à Duality pour leur petit prime. Merci beaucoup les boss, vous régalez comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Vous êtes très nombreux à suivre ces débriefs en direct, à les écouter en podcast, à les regarder sur YouTube. Comme d'habitude pour le référencement, c'est important. Je martèle ça comme un agent marketing, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si c'est je pense à n'importe quel joueur. Si vous voulez penser à Franck Quedru, si vous voulez penser à Jussier, ou si vous voulez penser à Tai Taiwo, mettez ça dans les commentaires. Moi, ça me fera des beaux souvenirs. Et puis, pour le business, c'est toujours aussi bon. Donc, merci de me soutenir. Et j'en profite pour saluer quelques-uns sur le chat des habitués, comme Soso Chat, la modératrice qui est présente, comme Thibaut, Valou PSG, Vic,
Babidax et Ninor. Babidax qui parle forcément du carton rouge. C'est vrai que j'ai évoqué ce scénario fou de l'OL. Il y aura des choses à redire sur l'arbitrage parce que c'est vrai que le tacle d'Abner, ça fait rouge direct. Je pense qu'il y a une forme d'incompréhension parce qu'on a vu des rouges directs. Bon, bah, ok. J'étais un peu en mode ça. Est-ce que l'arbitre juge pas la dangerosité du tacle qui vient un petit peu par derrière? Je me suis posé beaucoup de questions sur ce tacle. En tout cas, c'est très dur pour l'OL, surtout quand tu vois que Chergui peut prendre rouge en première mi-temps, même si le premier jaune de Chergui est un petit peu sévère peut-être, ou qu'il y a eu d'autres actions de la part du Paris FC, notamment un geste de Mbo, où tu te dis que finalement c'est Abner qui prend ce rouge-là, en sachant que De Smet prend également son exclusion quelques minutes après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Abner, ce que je vous ai dit sur le Stade Rennais, Abner, il a entraîné tout le monde dans sa chute, et notamment les choix de Fonseca, que je n'ai pas compris ce soir. J'avoue que Fonseca a été un petit peu trop peureux ou a pris peur en disant on a un peu d'avance, on va barricader à double tour, allez on fait rentrer à Tebourg, alors qu'Afonso Moreira le laissait justement sur le terrain, vu sa vitesse, vu la forme qu'il a en ce moment, je pense que c'était peut-être une meilleure option. Alors bien sûr, hein, c'est coach du fauteuil, c'est coach de stream. Hein. Je n'ai pas la prétention de savoir mieux la lecture des matchs par rapport à Fonseca. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il a diffusé la peur. Et après Abner, après ce geste, tout l'OL a fini par s'effondrer. Et c'est dommage parce que tu menais 3-0. Tu pouvais faire encore une fois une superbe opération classement. Donc bien regrettable. Salut Lama. À la fin des 5 ou 4 minutes, ça devient muet du débrief, je comprends pas. Alors moi non plus, je pourrais pas t'expliquer parce que je crois que j'avais déjà vu un message comme ça et je suis allé voir sur la plupart de mes débriefs, le son reste. Donc très bonne question, est-ce que ça vient de YouTube, est-ce que ça vient de l'exportation Twitch? Je t'avoue que je ne sais pas. Donc si évidemment tu veux compléter, je pense que le podcast, il y aura quoi qu'il arrive le son jusqu'au bout. Mais merci de ton retour, je vais surveiller ça pour les prochaines fois quoi. Mais non, sincèrement, journée de Ligue 1 où comme je vous le dis, les petits ont pris leur revanche. C'est vrai que les petits ont été un petit peu à la fête avec notamment cette première victoire de Metz qui a fait tomber Lens. Lens qui a été un peu facile. Je pense que Lens vit une belle période, un beau début de saison, mais la Ligue 1, ça reste quand même un championnat où tu sais que le moindre déplacement, le moindre relâchement peut être fatal, et même si c'est vrai que sur le papier, quand t'as fait un petit peu tourner et que t'affrontes une équipe qui en a pris 6 à Lille, qui a pris que 2 points en 9 matchs, qui a l'air au fond du trou, t'as un petit peu d'orgueil quand même. T'as aussi ce sentiment de révolte. Et j'ai bien aimé le match que Metz a pu faire parce que j'ai vu une équipe qui a lâché les chevaux, qui a été encore bien maladroite. Et je me suis dit au bout d'un moment, c'est pas possible. Metz va encore se faire trahir par son inefficacité dans la surface adverse et des fois aussi le fait d'être maladroit dans sa défense. Et tu as eu ce penalty de Gauthier Hein, tu as eu ensuite le deuxième but avec la belle transmission de Sané, Sané qui avait déjà marqué un beau but à Lille. Et d'ailleurs le carton rouge de Gauthier Hein, on va y revenir parce que on n'est pas sur c'est un joueur de foot qu'on aime bien, Gauthier Hein, mais on n'en fera pas un prix Nobel. Hein. Malheureusement, j'avoue que... En plus, c'est dur parce que Metz, ce week-end, ils vont à Nantes. Donc, potentiellement un adversaire direct dans la course au maintien. Et ce qui est sûr, c'est que même si Gauthier Hein ne fait pas un début de saison génial, c'est en dessous de ses standards, c'est très loin du joueur qu'il était en Ligue 2. Là, tu vois, il sort d'un doublé, ça lui redonne un boost de confiance. Et là, pour le coup, tu vas devoir te passer à lui. Du côté de la Beaujoire. Donc, difficile à voir, quoi. Salut Enzo, j'espère que tu vas bien. J'étais à Pierre-Mauroy dimanche pour Lille-Metz. Je ne comprends pas toujours comment cette équipe a pu gagner un match au deuxième de Ligue 1. Ah, ça, c'est clair et net. C'est pour ça que je vous le dis que j'aime ce sport. Enfin, j'aime ce sport parce que c'est la passion. C'est comme ça depuis 25 ans. Mais je l'aime aussi parce qu'il a ce côté imprévisible. C'est un peu comme des matchs de Coupe de France, c'est que une 5e, une 4e division peut sortir à tout moment une Ligue 1, et ce Metz-là, on a l'impression qu'ils vont aller tout droit en Ligue 2, s'ils peuvent montrer un petit peu d'orgueil, et surtout, je pense aux supporters, parce qu'au bout d'un moment, vivre des saisons comme ça, c'est relou, et là, c'est une victoire qui fait bien plaisir, et Lens qui enchaîne, je crois, avec Lorient, donc encore une fois, un adversaire à sa portée. Je pense que le discours de Pierre Sage, ce qui va se dire en termes
de conférences de presse, de discours dans la zone mix. Ça va être pas mal de voir comment les Lensois vont interpréter ce non-match. Ça peut arriver aussi de ne pas être à 100% sur les 34 journées, mais ce qui est sûr, c'est que Lens pouvait frapper un grand coup ce soir, et ça va permettre peut-être je vais pas dire relativiser, parce que je trouve le début de saison excellent, encore une fois je le dis, mais peut-être comprendre que voilà, aller en Coupe d'Europe, ça doit aussi passer par une exigence de tous les jours, de tous les matchs, et face à Metz, les Lensois ne l'ont pas eu. Ça c'est clair et net. Et ouais, les petits aussi, putain, le match d'Angers, trop fan d'eux. Alors, ils ont failli perdre, parce que Robinho Vaz, autre phénomène, encore une fois, de la formation française, formation française, il a déjà été appelé par le Sénégal, mais c'est vrai qu'il est passé par Sochaux et Mantes-la-Jolie, mais je crois que le Sénégal a bien eu raison de l'appeler très très tôt, et ça m'étonnerait pas qu'il aille à la CAN, vu ce qu'il montre à chaque entrée. Alors c'est vrai que sa première titularisation cette saison en Ligue 1 contre Lens, on a vu que c'était difficile, mais en face il y avait Baïdou, Sarr, qui étaient excellents, qui l'ont vraiment bien muselé, mais l'entrée du Robinho Vaz, là, ça a vraiment bien réveillé ça. C'est dommage parce que cette victoire, elle aurait porté son empreinte, mais j'ai tellement aimé le match d'Angers ce soir que j'aurais eu beaucoup de regrets pour eux, parce que même si, encore une fois, le maintien n'est pas fini, qu'ils sortent d'une très belle séquence entre Monaco et Lorient, c'est vrai que un point au Vélodrome, ça vient valider ce qu'ils font de très bien depuis le début. Je le répète, j'ai eu des échanges très sympas avec des Angevins sur Twitter. Je suis assez admiratif. Enfin, un coup de chapeau à eux, parce que ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le plus bel effectif, on les condamnait tous après le départ de Le Paul. Il y a eu des moments durs, notamment à Strasbourg, ce fameux 5-0. Il y a beaucoup d'équipes qui, je pense, auraient plongé en se disant quand on prend 5-0 à Strasbourg, on est un peu fataliste, on n'a rien à faire en Ligue 1, on va repartir. Allez, on va lancer 2-3 jeunes, on va essayer de se faire plaisir, un baroud d'honneur. Et finalement, tu vois une équipe qui se lâche de plus en plus, qui ose. Il y a des jeunes, on a vu Prosper Peter, on a vu Sidiki Chérif. Waouh, franchement, coup de chapeau à lui. Et là, le but à la fin de Camara qui marque son premier but en Ligue 1 après un beau travail d'Anis Baye. Anis Baye, ils sont allés chercher libre. Comme ça, après son passage en Arabie Saoudite, c'est tellement une bonne idée. Je pense qu'Angers a attention à ce qu'ils vont faire sur le mercato hivernal, mais dans l'état d'esprit, moi je les vois se maintenir. Franchement, je pense qu'ils ont un truc avec eux. Ça va être dur. Je pense que ça se trouve, ce sera le dernière journée. Mais ce qui montre qu'ils ont la niaque, ces gars. Et franchement, c'est propre, quoi. Premier but en pro, même pour Camara. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que je t'ai dit premier but pour Angers, mais c'est même premier but en bro pour tout court. Et puis non, Le Havre qui bat Brest, Le Havre qui confirme ce qu'on a vu de pas mal à Marseille avant le carton rouge et le penalty, où après, évidemment, ça a été difficile de tenir le rythme. La victoire à Auxerre. Là, ce soir, j'ai vu, ce que j'ai pu dans le multiplex, j'ai vu encore ce que je dis toujours du Havre cette saison, c'est que en termes de jeu, c'est mieux. En termes d'état d'esprit, c'est dans la continuité du sauvetage de l'an passé. Et ouais, non, c'est vrai que c'est bien, parce qu'on met beaucoup la lumière sur le haut du classement, et c'est fou parce qu'on va y venir. Vous allez voir à quel point c'est raccroché, c'est proche, c'est fou. Ça se tient en très très peu de choses. Et t'as même Nice, tu vois, qui est en train de se rapprocher de ces places-là. Et dans l'autre sens, je vois qu'en bas, tu vois, Metz qui prend sa première victoire, je vois Angers, je vois Lorient, Nantes qui en a pas pris, Auxerre et tout. Non, c'est vrai que la bataille pour le maintien, elle s'annonce pas mal. Je pense que c'est des équipes qui perdront encore une fois beaucoup de matchs, mais je vois des choses qui me plaisent bien en bas du classement, surtout sur cette journée. Et justement, je vous le disais, regardez-moi ce championnat du millénaire. On a 4 points entre Nice 8e et le PSG 1er. C'est pas beau ça quand même, d'avoir ce gros tas rassemblé comme ça, où tout le monde peut, je vais pas dire tout le monde peut battre tout le monde, mais ça se grappille des points, c'est des séries, c'est à couteau tiré, c'est pas évident de s'en sortir. Et Nice, tu vois, par exemple, on a tous dit, pareil, j'ai parlé des petits, mais Nice, on sera toujours triste et un peu dépité de leur parcours européen, parce que voilà, au bout d'un moment il faut quand même faire honneur à ce qu'ils ont pu faire en Ligue 1, et c'est dommage à chaque fois de gâcher ça avec presque le néant en Europa League. Par contre en Ligue 1, à chaque fois quand il faut mettre le bleu de chauffe, et là
quand même, ces gars-là, c'est vrai, quand on voyait le calendrier de Nice, souvenez-vous, alors en Europa League, bon, ça se passe mal, mais par contre en Ligue 1, ils viennent d'enchaîner 3 victoires à Rennes, contre Lyon et contre Lille. Je m'en souviens, il y a un mois, quand ça pue un petit peu du côté de Nice, on était tous là, mais Nice, ça va être ventre mou, ça va être difficile pour eux. Et là, c'est la qualité de Francaise de savoir mettre quand même son groupe dans les bonnes conditions, malgré l'infirmerie, malgré les polémiques comme celle de Jonathan Klaus. Donc Nice, c'est une équipe qui est difficile à analyser, parce que, comme je vous le dis, en Europa League, c'est fou de se planter comme ça à chaque fois, mais en Ligue 1, ils font le job. Et là, samedi, où est-ce qu'ils vont, encore une fois, dans leur calendrier infernal? Eh bien, ils vont du côté du Parc des Princes face au PSG. L'an dernier, ils n'avaient pas perdu les 2 matchs. Ils avaient même gagné là-bas au Parc. Donc, ce Nice-là, en vrai, un peu décomplexé. C'est vrai, comme tu le dis, Checo, oh non, c'est Loulou, et Nice, il n'y a que le jeudi. C'est vrai qu'il faut peut-être arrêter de mettre des matchs le jeudi pour eux. Ça peut être quelque chose, quoi. Ne penses-tu pas que les gros ont pris à la légère ce match en semaine, les organismes vachement empruntent également? C'est vrai que j'ai senti cette dimension physique. Après, on a dit que certains gros n'ont pas... Voilà, enfin tu vois, t'as quand même Monaco, Strasbourg et Nice qui font des opérations folles. Mais comme je te dis, je pense, ouais, je vais pas dire du relâchement, parce que, par exemple, le match de l'OM contre Angers, tu peux pas parler de relâchement parce que tu sors de 2 défaites. Je pense que tu t'es fait rentrer dedans par une équipe d'Angers sur la première période. La pire mi-temps de ce que j'ai vu de Zerbi sur cette saison, parce que l'an dernier, il y en avait eu des non-matchs aussi contre Auxerre, des choses où c'était vraiment... on soufflait fort. Et je pense qu'il y a eu une bonne gueulante à la mi-temps, il y a eu des choix, l'impact des entrants comme Robinho Vaz. Et puis tu as eu cette fin de match. À voir, hein, j'ai oublié de le dire en intro, mais évidemment, on souhaite un très bon rétablissement à Bilal Nadir en espérant que ce soit pas grave. Lui qui est sorti, j'ai l'impression que c'était peut-être un malaise. Donc, c'est le genre de choses qu'on n'apprécie pas. Pareil pour Désiré Doué, qui est sorti. Bon, lui, c'était pas un malaise, mais il est blessé. Hein, ça sent encore la blessure au moins pour 6-7 semaines. Donc relou cette rechute. Et non, finalement, l'OM s'est fait rattraper parce que défensivement, il y a encore des fragilités, parce que tu n'as pas su terminer tes actions comme Aubameyang. Et ces 2-2, il te punit, quoi. Il te punit, ça c'est clair et net, quoi. Le pressing de Marseille sur la première mi-temps était désastreux, on sortait tellement facilement. Du coup, ouais, je vous propose qu'on aille sur les matchs. Ce OM Angers, avec le SCO qui va chercher ce match nul de prestige, qui bonifie sa victoire à Lorient. Le match nul contre Monaco, ça fait 3 matchs en défaite pour eux. C'est une belle série. Tu réussis à faire des choses intéressantes contre les gros du championnat. Alors, j'avais vu quand même un match contre Rennes aussi au mois d'août qui était pas mal du tout. Et là, beaucoup de respect sur ce que réussit à faire du jeu. Sur ce match, il y avait un peu un même air que le OM Lorient. Le OM Le Havre, pardon. À savoir 30 très bonnes premières minutes du Havre, récompensé par un but, puis le carton rouge. Ensuite, voilà, ça a terminé en pugilat. Mais cette équipe d'Angers, elle a quand même des belles ressources. Et alors, Sidiki Chérif, attaquant, 2006, 18 ans, la puissance qu'il a dégagée sur son but, même si c'est une grossière erreur, encore une fois, de la défense, entre la passe d'Egan Riley à Gerd, qui se fait avoir au duel, lui aussi, qui peut avoir des coups de mou et une vraie faille. Et Sidiki Chérif qui va tromper Rouli, vraiment en résistant au retour d'Aguerd, avec une belle frappe en lucarne. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé ce soir dans le match de l'OM. Il y a des individualités, c'est un peu flippant en ce moment. Vermeuren, j'ai dit que son début d'aventure à Marseille était bien. Ce soir, il n'y était pas. C'était logique qu'il sorte à la mi-temps. Angel Gomez, ça commence à être un peu compliqué. Je pense qu'Angel Gomez doit être loin dans la hiérarchie des milieux de l'OM. Il doit être une 4e, 5e, voire 6e option. Mais le voir démarrer des matchs aujourd'hui, je le trouve trop neutre. Et finalement, des fois, tu joues à 10. Donc, il y a pas beaucoup d'apport. Vraiment, je le dis. Amir Murillo, qui autant l'an dernier, je trouvais que c'était un des meilleurs défenseurs de l'OM et un joueur hyper fiable, hyper intéressant, qui apportait beaucoup, notamment offensivement. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai le sentiment qu'il avait la flemme. Vraiment, je vous le dis. J'ai l'impression qu'il voulait pas jouer. Genre, il était à 50%. Les transmissions, pas ouf. Il était souvent devant Greenwood. Il y avait une inversion de poste. J'ai pas compris. Et vraiment, Murillo m'avait l'air d'être pas dans son assiette. Et ça commence à faire quelques matchs où le gars, je sais pas il s'est passé un truc dans sa vie privée, parce que ça peut arriver, s'il y a eu un truc par rapport à l'OM. Mais je trouve qu'il y a un Murillo qui est un peu à l'envers là-dessus.
Forcément hyper, même Pachao il a pas été dingue ce soir, il a beaucoup insisté sur ses qualités, un petit peu ce qu'on connaît, hein, essayer de se mettre dans les meilleures positions de tir avec sa spéciale enroulée, et je pense que les coachs, les analystes vidéo travaillent bien ça, et Pachao, tu peux réduire sa zone d'influence, donc peut-être un petit peu bouleverser son jeu pour avoir un peu plus de spontanéité et ne pas rester dans les mêmes circuits. Par contre, bon, on a vu un truc à la mi-temps qui est dingue, hein. L'entrée de Robinho Vaz, quand je vous dis son match à Lens, il s'est fait tenir en respect par Beidou, Sarr et Gradit, mais il fallait surtout pas l'enterrer parce que, comme le dit Arsène Wenger, et c'est quelque chose que je vous le dis souvent, un jeune joueur c'est cyclique, il va avoir des hauts, et tu vas en profiter, mais il va aussi avoir des bas, et là, il faut les accepter. Et ce qu'il a fait à Bollaert, faut le prendre en compte, c'est de l'apprentissage, c'est de la jeunesse, mais ce qu'on a vu sur ces autres matchs, que ce soit Le Havre, que ce soit le Paris FC, là, tu te dis que ce match d'Angers, t'avais besoin d'un mec pour tirer tout le monde vers le haut, et lui il a brûlé la pelouse, l'entrée était parfaite, et l'enchaînement sur le deuxième but, la passe d'Aubameyang est très bien d'ailleurs, hein, sur le premier, mais l'enchaînement qu'il réussit à te faire sur le deuxième but, avec cette espèce de contrôle, de prise de balle, de petits crochets, et la vitesse d'exécution et la puissance de la frappe, j'adore ce combo vraiment, où le joueur paraît techniquement très très propre, et en même temps il te dégage un truc tellement fort, quoi. Il te donne l'impression d'être vraiment sur un petit nuage et tu peux pas le bouger, et lui il sait à peu près quel geste il va faire, et dans la surface Robinho Vaz a été assez saisissant, donc c'est un très bon point pour lui, parce que voilà, il y a un match qui arrive à Auxerre, tu pouvais dire bon, imaginons si après le match de Lens ce soir l'entrée contre Angers était je ne vais pas dire anecdotique, mais ne pesait pas. Là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on va le revoir du côté de la Baie des Champs, sans doute, ou peut-être titulaire. Et ça, pour le coup, c'est bien, parce que Auxerre, équipe relégable en difficulté, où il va jouer contre une défense à 3, je pense que c'est la meilleure des options de tester un joueur comme ça, Vaz, pour le voir un petit peu dans le vif du sujet, quoi. Donc ça va être sympa. Le match de Greenwood, c'est choquant, et nonchalance aussi, je crois qu'il a même pas célébré le deuxième but de base. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pu le voir un petit peu en dilettante. Il peut être des fois comme ça, mais ce soir, voilà, il y a des joueurs qui ont apporté un truc, voilà, quand je te dis Robinho Vaz, mais il y en a tellement qui ont tiré vers le bas l'OM que ce match nul est logique. Après, je pense qu'ils n'auraient pas été satisfaits de la victoire à 2-1. On parle souvent de victoire en trompe-l'œil, mais tu aurais été quand même leader. Et avant cette séquence d'Auxerre, de l'Atalanta, du dernier match avant la trêve pour l'OM, c'est quoi déjà ma mémoire me fait tour. Réception de Brest. Donc tu vois, c'est des matchs évidemment, Auxerre et Brest, c'est à la portée de l'OM, même un OM qui a quelques jours à l'infirmerie. L'Atalanta, pourquoi pas, mais attention, parce que, et je l'ai été le premier, et je continue de le dire, on a vu beaucoup de belles choses au retour de la trêve de septembre. On a vu un OM faire pas mal de séquences assez épatantes dans le jeu, avoir des individualités plus, être une équipe où on se dit elle peut être à la fois top 3 en Ligue 1 et faire quelque chose en Ligue des Champions. Et finalement, est-ce que les matchs où tu t'es fait plomber par tes erreurs individuelles, tes mauvais coaching, tes absences en seconde période, elles se répercutent pas sur la semaine d'après et ce 2-2 contre Angers? Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais la première période de l'OM, c'est un non-match. Et comme je vous le dis, ça peut arriver des non-matchs, mais là pour le coup, un non-match qui vient après 2 défaites, attention, il faut aussi se faire un petit peu violence, quoi. La saison passée, l'OM n'avait jamais été autant en difficulté que face au bloc bas, donc calendrier relève pas de l'évidence. Non, mais c'est vrai que cette configuration peut ne pas satisfaire l'OM, mais on les a déjà vus réussir à faire exploser des blocs bas. Bon, des fois parce qu'il y a eu des cartons rouges, tout ça, mais j'avoue, je suis surpris. Comme je vous le dis, en plus c'était à la maison, je crois que c'était encore guichet fermé au Vélodrome. Enfin, tu sais, c'est le fameux truc qu'on dit, il y a tous les ingrédients qui sont réunis, et les gars, ils passent à côté. Et à part Vaz qui a impulsé quelque chose. Bon, Aubameyang, il en rate quand même une immense à 2-1, donc ça doit aussi lui trotter dans la tête. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous de l'exigence d'un top club comme l'OM, et même dans leur trajectoire à eux, quoi. Donc là, il y en a beaucoup qui ont rechuté, et ça va être intéressant de voir à Auxerre quels seront les choix
de De Zerbi et qui va un petit peu se réveiller. Est-ce que c'est Robinho Vaz qui va continuer à porter la flamme de tout ça, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être des relayeurs, parce que le petit, voilà, je pense qu'on est tous hyper séduits par ce qu'il montre, mais il peut pas, voilà, il y a 10 autres joueurs qui doivent aussi assumer leur part, et ça va être difficile, quoi. Selon toi, Angers, ça se maintient? Moi, je le dis, je trouve que cette équipe a un truc. Et encore une fois, le fait d'avoir pu recruter Amin Zbaye, et finalement, on se dit que tu as les premières liquidités du transfert de Le Paul qui sont arrivés, que tu as eu des bonnes nouvelles par rapport aux droitiers de la Ligue 1, que Ligue 1 Plus ça marche bien, donc tu as eu plus de recettes distribuées au club. Tu as pu, voilà, on sait que Angers avait des limitations au niveau de sa masse salariale, et ils ont pu faire venir Zbaye. Je vous dis, attention au mercato hivernal, à voir ce que peut faire Angers. Ils étaient pas loin de faire Mounier et Labo Lascari. Je pense que ça leur aurait fait deux beaux joueurs. Mais c'est ça, s'ils sont libérés cet hiver, s'ils font un joueur par ligne, un truc intéressant de Ligue 1 ou des bonnes pioches en Ligue 2, je pense qu'ils seront pas loin de la vérité. En tout cas, sur l'état d'esprit, ça rejoint ce que je dis sur Le Havre. Les gars, ils sont au taquet. Et s'ils descendent, il y aura toujours des regrets parce que ça peut jouer sur des détails, sur des scénarios qui t'échappent. Mais dans leur façon de vivre cette Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé cet été, je trouve qu'ils s'adaptent bien. Ouais, c'est vrai que Abdelli au milieu de terrain, c'est le meilleur joueur. Enfin, c'est un bonus fou de l'avoir. Et je vais peut-être dire une dinguerie, mais bon, t'as Angel Gomez d'un côté, t'as Abdelli de l'autre. Vous voyez où je veux en venir, quoi. S'il y avait eu une inversion, j'aurais pas été choqué. je vous le dis. Mais oui, comme tu dis, Loulou, bien sûr, le championnat est long. C'est compliqué parce qu'il y a des jeunes joueurs qui ont peut-être un petit peu changé de statut, qui vont avoir des sollicitations inédites comme Sheriff, comme Peter, comme Belkidim, il y en a plein qui vont être mis en lumière. Et le but du jeu, ça va être de continuer comme ça et de préserver tout ce beau monde. Mais en tout cas, là, ce qui s'est passé au Vélodrome, n'oubliez pas, hein, le temps fort, 95e minute, tu égalises avec le but de Camara, c'est presque un but qui compte comme une victoire. Donc non, c'est très très propre, quoi. Moi j'aime énormément ce que je vois de la part du SCO, et j'espère pour eux que ça ira jusqu'au bout cette histoire, quoi. Oui, bien sûr, c'est impossible de comparer les contextes et tout, je vois ce que tu veux dire, mais voilà, on peut quand même se creuser quelque chose, quoi. Je pense que ce Abdelli là, c'est vraiment un très très bon joueur de football, et c'est vrai qu'il aurait dû partir cet été, qui a peut-être pas eu les offres satisfaisantes, mais c'est quand même un mec qui est assez plaisant à voir quoi qu'il arrive sur un terrain. Donc on verra pour la suite, et si l'OM va rebondir dès ce week-end à Auxerre, et Angers qui va à Lille. Donc équipe qui a perdu, encore un gros, ça se trouve les configurations contre les têtes d'affiche du championnat, ça peut leur plaire. Et ensuite réception d'Angers, de Auxerre, avant la trêve, donc match direct pour le maintien. Donc en vrai, Angers, tu vois, qui est 13e, peut encore se faire un petit bol d'air. Ouais, ça va être intéressant de voir cette trajectoire. On y va pour un autre scénario fou de la soirée, encore plus fou j'ai envie de vous dire, avec ce 3 partout entre l'OL et le Paris FC. Avec un match où on se demande comment ça a pu échapper aux Lyonnais, qui menaient 3-0 au bout d'une heure de jeu, avec une performance parfaite, le pressing nickel, les bonnes courses, à l'image de la projection de Tolisso, qui a profité d'un errement de Mbo assez... je sais même pas comment l'expliquer. Souch qui continue de marquer, de faire ses stats, avec notamment, je vous invite à aller voir, un 3e but et un lob assez génial à l'entrée de la surface après être parti depuis son camp, et vraiment une très très belle exécution. Et puis patatras, puisque cette équipe de l'OL a eu un coup du sort d'arbitrage déjà, avec ce carton rouge pour Abner Vinicius. Est-ce qu'il y ait le carton rouge ? Je pense que beaucoup débattront. Je sais que sur YouTube, il y en a qui mettront des messages pour ou contre. Ça va être intéressant, là, pour le coup, d'avoir la fameuse, vous savez, réaction de la commission, de la direction technique de l'arbitrage, qui nous fait toujours ces petits débriefs où on se dit des fois, ah oui, ce but, il a été refusé parce que, ok, et là, ça aurait dû être carton rouge. Bah oui, c'était à peu près une évidence. Mais là, je suis curieux de voir leur interprétation, parce que le tacle d'Abner n'est pas maîtrisé. Il peut être considéré comme dangereux. Mais en même temps,
il y a forcément le ballon qui est touché, mais c'est pas une excuse tous les jours, parce que si le tacle est vraiment, il peut le faire vriller. Mais c'est sûr qu'on a vu des tacles non maîtrisés encore plus dangereux, quoi. Faute grossière, à mon avis, ça dira que c'est la bonne décision, mais pas sûr. Moi, ça peut l'être. On a vu pas mal de tacles comme ça qui étaient voilà, un petit peu, on a soufflé. Celui d'Abner, c'est pas le pire que j'ai vu. Ça, tu vois, c'est le genre de soirée où j'aimerais bien que les arbitres ils viennent s'exprimer, ils viennent s'expliquer et nous dire bah j'ai fait ça parce que j'ai considéré que le tacle justement, voilà, il a fait un peu n'importe quoi, il a mis en danger l'intégrité physique du joueur. Là pour le coup c'était Ilan Kebal. J'ai envie qu'on ait des justifications, des explications, parce que ce soir quand t'es lyonnais, t'es un petit peu défaitiste, t'es un petit peu frustré, t'es même beaucoup frustré parce que t'as ça et t'as en plus voilà. Ton coach qui a eu des changements, comment est-ce qu'on pourrait qualifier les changements de Fonseca, un petit peu peureux. Je pense que ça va être la bonne solution quand on voit à quel point il y a une non-maîtrise des sélections. Donc Tagliafico qui remplace Karabekh à 68e. Déjà ça, voilà, on a un premier indice. Tessman qui remplace Tolisso à la 68e. Ok. Ensuite, et là c'est le pire, Attebourg qui remplace Morera. Et ensuite, Satriano qui remplace Souk. Donc en gros, si j'ai bien la compo de l'OL, on a Satriano seul. Et on avait Tagliafico un peu plus... Enfin, on avait Tagliafico, on avait Attebourg. Enfin, l'équipe de jouer qu'avec un seul attaquant. Et débrouille-toi. Allez, fais comme tu peux. Ça va être assez chaud, quoi. Si le joueur du PFC a le pied planté, ça peut finir pire que Fofana contre Strasbourg. Quand on demande de ne pas attendre une blessure pour sanctionner, on parle de ça. Tu vois, je pense que c'est une justification qui peut s'entendre et peut-être que la DTA l'emploiera. Donc moi, j'ai été surpris pour le coup quand tu vois le tacle. Et finalement, je pense qu'il y a quand même ce truc de se dire, c'est pas maîtrisé, ça peut être dangereux, donc je sors le rouge. Après, ça n'empêche pas que Chergui, comme je vous le dis, il échappe de très près de cette expulsion, mais tu as également un jaune qui était peut-être pas voilà dingue, donc ça peut être une justification, mais oui, l'OL c'est sabordé, l'OL n'a pas été malin dans ses choix de rentrant, et l'OL reste fragile mine de rien, parce que même si tu te dis que tu sors d'une victoire à Strasbourg, tu mènes 3-0 au PFC, c'est pas normal de s'effondrer comme ça, après un rouge, après des changements hasardeux, et on a vu. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans cette équipe de l'OL sur le début de saison, en défense notamment. Mais tu vois, Niakate, Griff, Mata et Metlanda, ils sont un cran en dessous des deux que je viens de citer, mais ça reste quand même des cadres. Et voilà, personne n'a su vraiment dégager ces situations chaudes. Et non, c'est délicat. Hein. C'est délicat ce que j'ai vu de la part de l'OL. Et comme je vous le dis, vraiment, la première heure, tu dois être tellement satisfait de ce que tu vois. J'ai vu un mec qui a dit Fonseca, meilleur coach pour commencer un match, le pire pour le finir. Et ce match en est allégorie. Bah, tu sais quoi, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison parce que ça résume bien un petit peu ce que peut être l'OL. À savoir une équipe, quand tu prends le 11 de départ et les intentions du coach, c'est très bien. Mais c'est une équipe qui jouera pas que ce soir ou sur les précédents matchs, qui jouera toujours sur un fil, je vous le dis. Et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que voilà, t'as déjà perdu Fofana, t'as pas une profondeur de banc dingue, notamment en attaque. T'as des joueurs, il suffit que ils soient un petit peu fatigués, comme peut-être Niakate, Morton ou Greff, et tu te prends les pieds dans le tapis. C'est qu'un match nul, c'est pas une défaite, mais ça va être pas mal de voir, parce que là, tu affrontes dimanche soir le FC Nantes. Comment l'OL va aborder ce match contre une équipe qui va aussi l'attendre un petit peu comme ça, voilà, on va dire bloc bas. Mais si je pense ce soir, le Paris FC a eu la possession, ouais, 53%. Le Paris FC a souvent la possession dans ces matchs. C'est plutôt dans les deux surfaces où ils font un peu n'importe quoi. Et l'OL, je trouve, a bien pressé et a su jaillir. Bon, 53-47, pas non plus une possession dingue. C'est vrai, par contre, on a vu 6 buts sur 3 tirs cadrés d'un côté et 4 de l'autre. Donc, efficacité pas mal. Et après, si je dois commenter les buts, je vous l'ai dit, j'ai adoré le but de Souch. Même le premier but de Souch, le deuxième pour l'OL. L'accélération, les amis, de Afonso Moreira. Qui est ce gamin ? D'où il sort ? Encore un mec que le Portugal a formé, qui arrive en France
Et là, pour le coup, tu vois, recruter 2 millions d'euros Sporting B, on se disait, bon, ça sent quand même le gamin que tu prends pour être une potentielle 7ème, 8ème option qui va peut-être se partager du temps de jeu avec Molébé ou Alejandro Gomez. Et non, lui, il est en train de vraiment s'installer avec le but contre Bâle, le but contre Strasbourg, magnifique, qui t'offre les 3 points. Et là, ce soir, avec encore un geste décisif. En plus, la passe qu'il met, elle est pas simple du tout. Elle est vraiment, vraiment pas simple. Donc, chapeau à lui. Ouais, lui, bah, c'est triste à dire, mais ça va être un de ceux qui va le plus profiter de l'absence de Fofana au niveau du temps de jeu. Et puis, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y a pas le choix aussi. Parce que sinon, qui c'est que tu fais rentrer ailier gauche? Est-ce que ça peut être Rachid Ghezal? Voilà, qui est un petit peu Kramax de chez Kramax. Est-ce que après, t'as les gamins comme Molébé et Gomez, mais Fonseca et son staff n'ont pas l'air de leur faire confiance. Oui, c'est vrai que on a parlé peut-être d'une potentielle rumeur Hendrick à l'OL. Alors, sur le papier, je pense que à peu près tout le monde signe tous les jours. Il n'y a personne qui va dire non à Hendrick à l'OL. Sauf que tu as un salaire à assumer qui est de 400 000 euros. Est-ce que le Real accepte de le prendre en charge? Est-ce que le fait que ça ait fuité dans la presse, parce que c'est des fois le cas, hein, ça peut faire capoter l'opération. Mais oui, l'OL a besoin de se renforcer devant quand tu sais que Fofana va être absent jusqu'en février, mars, peut-être avril 2026. Tu as besoin de prendre un joueur comme ça. Oui, je pense que Madrilène, non mais Hendrick, c'est une bonne option pour toutes les parties. Pour lui-même, pour l'OL, pour le Real qui va avoir un de ces jeunes qui va se développer au niveau du temps de jeu. Et j'irai même plus loin, vu que Hendrick est un 2006 de mémoire, donc il va avoir, où il a eu 19 ans, je partirais même sur un prêt d'1 an et demi. Enfin, à quoi bon partir là, revenir dans 5 mois, en sachant que tu auras toujours Mbappé, tu auras toujours peut-être Rodrigo. Après, si Rodrigo part, si Gonzalo Garcia est prêté pour 1 an, tu te dis, allez, est-ce que potentiellement il peut revenir pour être plutôt numéro 3 que numéro 7? Mais ça reste très jeune Hendrick, et même si on a déjà vu des choses avec la sélection brésilienne et le Real, ça fait partie de ces joueurs qui pour moi doivent avoir un petit peu de temps long pour bien se développer, avoir du temps de jeu, et mieux vaut partir 1 an et demi que juste 5 mois. Ça, c'est mon avis, évidemment, de scout, de directeur sportif amateur sur Football Manager. Mais je pense que ça pourrait être bien, quoi. Pour ce salaire, tu as 2 titulaires en Ligue 1 pour un jeune qui n'a jamais été titulaire en Europe. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que l'OL pourra aller sur d'autres joueurs comme ça? Ça va être intéressant, mais comme je te dis, 400 000 euros, peut-être qu'ils vont avoir un truc un peu déraisonnable. Et si le Real n'accepte pas de prendre en charge une partie du salaire, ne serait-ce que 50%, ça peut capoter, quoi. Hendrick à Strasbourg. Ah, à voir. Non, mais je me demande, hein. Moi, j'ai une option qui est en train d'émerger dans ma tête, parce qu'il y a la Roma, où il y a Dobvik et Ferguson qui font pas un début de saison dingue. Peut-être que ça pourrait être la Roma. C'est ma take. Rendez-vous en janvier pour voir si c'est ça ou finalement notre ami Hendrick réussit encore à nous surprendre. Côté Paris FC, on est passé proche d'une performance. Encore une fois, on se dit que l'équipe défensivement est extrêmement faible. Je pense qu'il faut le dire que défensivement, le Paris FC est loin de ce qu'on peut attendre d'une équipe qui a de grosses ambitions, même si on sait que leur projet, c'est toujours petit à petit de s'installer en Ligue 1, de faire le tri, de voir qui, par rapport à l'équipe de Ligue 2, va rester. Cet hiver, ils vont faire des mouvements. Et pour l'instant, la défense, derrière, ça prend pas. Fais voir juste le nombre de buts encaissés par Paris FC. 20 buts encaissés par Paris FC. Il n'y a que Lorient et Metz qui ont fait pire. Tu vois, ça, c'est quand même un petit signe pour dire que c'est pas hyper réjouissant ce qu'on voit du côté du PFC. Mais t'as un Yann Kebal qui quand même... Alors déjà, le but de Camara, je sais pas si vous avez vu, mais un geste aérien. Depuis ce début de saison, on a quand même quelques buts où je me dis, il y a un monde où entre Ablin, entre Touré, tu vois, des gestes un peu spectaculaires comme ça, ça peut être des top 5 NFP à la fin de saison, quoi. Oui, Thibaut, on a parlé de l'OM déjà, pour ceux qui voudraient rattraper ça, dès la fin du live, je mets ça en débrief, hein, bien sûr. Et Kebal, où est-ce qu'il a été formé? Un certain club des Girondins de Bordeaux qui lui a jamais laissé sa chance, et croyez-moi les amis, on se sent orphelin quand on voit ça. Cette équipe sans Kebal jouait 3 dernières places. Sans Kebal,
je pense déjà t'enlèves quelques points et ça peut être proche d'Auxerre. Ça c'est clair et net. Mais oui, comme je vous dis, Kebal, je trouvais qu'il était un petit peu timoré, il était moins flamboyant que ses dernières sorties du début de saison. Et là, pour le coup, j'ai revu un Kebal beaucoup plus entreprenant. En plus, bah, il a marqué ce but fantastique sur le 3-2. Il est aussi à l'origine du but de Marchetti. Donc non, Kebal, c'est vraiment le talisman, c'est vraiment le gars qui porte cette équipe. Et comme je vous disais tout à l'heure pour Robinho Vaz, c'est un autre contexte, le Paris FC. Ilan Kebal, son retour en Ligue 1 se passe très très bien, on est hyper ravis pour lui parce que c'est un super joueur de foot, mais côté PFC, il y en a d'autres qui vont devoir élever le curseur, parce que même si on parle d'un promu qui a le temps de l'apprentissage de la Ligue 1, il y a des choses qui ne vont pas dans ce Paris FC là. Il y a même Nkambadio qui n'est pas loin d'encaisser un but de Moreira après une sortie catastrophique où carrément il loupe le ballon, où il passe à côté. Attention à ça. De se mettre pour la Ligue 1, je trouve ça trop tendre. Otavio, on a vu des belles choses sur, on va dire, le mois de septembre, mais là je trouve que ça manquait encore une fois de cette carrure de patron supposé. Milieu de terrain, qui a un peu souffert quand même, je trouve, des transitions du pressing de l'OL. Et l'attaque, bah, comme je te dis, il y a Kebal et après les autres, Ikoné est sorti tôt blessé, remplacé par Simon. J'espère que ça ira pour lui parce que je crois que c'était sa première titularisation en plus. On a envie de revoir un Ikoné, au moins pouvoir enchaîner. Jebes n'a pas assez pesé. Ouais, non, il va falloir que d'autres prennent un petit peu le costume de sauveur. Alors je pense que ce costume, il va bien à Ilan Kebal, mais il peut aussi se partager dans une équipe de foot, quoi. Bien sûr, il n'y a pas que des jeunes promus, il y a de l'expérience, Lesmelou, Lopez, Ikoné, Otavio. Non, il y a du vécu. Il y a du vécu. Crasso a plus montré en 2 ballons que Jebez. Ouais, Jebez, j'en attendais plus. J'ai bien aimé les 2-3 séquences, notamment à Brest, mais je trouve que c'est un petit peu rentré dans le rang et c'est même pas assez, c'est même trop tendre pour ce poste de numéro 9. Donc Crasso, écoute, qui n'est pas le meilleur buteur, l'attaquant le plus incroyable de Ligue 1, peut-être qu'il mériterait un peu plus d'opportunités. On y va pour le match suivant, et ce 2 partout entre Toulouse et le Stade Rennais. Ça sent quand même la fin pour Habib Beye, on va pas se mentir. Rennes qui enchaîne du coup réception Strasbourg dimanche et déplacement au Paris FC à 20h45 le vendredi. Comme je vous le dis, je peux comprendre l'idée de la part du bord de Rennais de maintenir Beye après la défaite contre Nice parce que tu as une seconde période où tu as montré vraiment un peu d'orgueil, où tu as eu de la révolte, où tu n'étais pas loin d'égaliser. Ça fait quand même une défaite. Et finalement, le timing, bon, il est court. Changer 3 jours, tu prends l'intérimaire. Autant laisser Beye tester quelques trucs. Il y a eu des choix forts. C'est Kofana et Ludovic Blas qui ont été laissés à la maison. Il y a eu pas mal de jeunesse dans cette équipe, avec Aïd Boudlal, avec Kader Meïté, avec Jaoui Cissé. On a vu une équipe finalement aller marquer ses 2 buts, avec Esteban Le Paul qui a profité d'un cadeau inouï d'Abou Francis, et Moussa Tamari dans ce registre qu'on aime bien, où il part sur un côté, il peut rentrer et faire la différence. Guillaume Rest, sur le but de Tamari, fait un peu n'importe quoi. Et puis le Stade Rennais, Le Stade Rennais, tout simplement, c'est-à-dire que mentalement, on est très fragile, on peut s'effondrer au moindre couac, et cette équipe, t'as l'impression que la saison est déjà gâchée alors que t'es même pas en novembre, parce que sincèrement, je dis pas que ce Rennes-là méritait d'être dans le wagon avec de Paris à Nice, mais quand tu vois le contenu des matchs et parfois comment ça leur échappe, et le nombre de points perdus, 2-0 à Nantes, ça se transforme en 2-2, 2-0 contre le Havre, ça se transforme en 2-2, et encore une fois ce soir à tout ça se reproduit. Quand tu sais que tu vas encore affronter Rennes, tu vas également affronter, je crois, le LOSC, t'as Strasbourg qui arrive. Non, c'est pas possible. Rennes n'arrive plus. Autant l'an dernier, quand Beye était arrivé, les équipes à sa portée, Rennes les taper, ça, il n'y avait pas trop de soucis. Mais là, pour le coup, dans ce championnat où Rennes doit être supérieur, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Et les 2 victoires, ça vient de scénarios, on connaît, contre Marseille et l'OL. Je ne vais pas dire qu'ils sortent de l'ordinaire, mais qui peuvent avoir une autre grille d'analyse. Mais pour Rennes, c'est désespérant. Enfin, vraiment, quand je vous le dis, on a tous
je pense, vu ce mercato, ce revirement de situation, on est passé d'un mercato où on allait chercher des talents à l'étranger, on allait faire un peu du hipster football. Ensuite, on a tourné une page après Stéphane, Sampaoli. On a remis sur des gros profils bien identifiés Ligue 1, comme Fofana, Kosamba. Ça a permis de sauver le club, mais on attendait peut-être plus. Et du coup, cet été, allez, on remet un gros coup Ligue 1 avec du Mbolo, du Le Paul, du Rongier, du Camara, du Merlin, tout ça, Frankowski, tout ça pour ça. Franchement, c'est triste, hein. Rennes voulait surcoter chaque année, c'est pas un grand club, pas un club qui bosse bien, c'est un club mid-tableau, pas plus. Bah, je vois ce que tu veux dire par rapport à finalement ce qu'on attend du Stade Rennais qui est peut-être trop élevé par rapport au choix des dirigeants, au coach, au niveau global des joueurs. Mais quand tu vois juste la formation rennaise, et ça c'est important pour moi, Rennes a un des meilleurs centres de formation d'Europe, pas seulement de France. Et ils n'arrivent pas à capitaliser là-dessus. Alors oui, certains jeunes partent tôt parce que ils crèvent tellement l'écran que tu peux pas garder éternellement un Kamavinga ou un Désiré Doué. Mais tu as quand même un des centres de formation dans une équipe avec des moyens. Il suffirait que tu encadres bien ces jeunes, que tu fasses des choix un peu plus malins qu'au niveau du coach et que la direction sportive. En fait, j'ai l'impression que on a tellement changé entre Létang, Maurice, Massara, Pouille, qu'on t'y retrouve plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est un club où malheureusement le cap n'a jamais été fixé. Il n'y a pas eu un alignement des planètes et tu te retrouves avec des scénarios comme ça où tu te tires à chaque fois une balle dans le pied, quoi. Alors bien sûr, il reste 24 journées. Rennes a le temps de prendre des points pour aller de nouveau lutter pour l'Europe. Mais qui a la place de Bey? Quels seront ses choix au futur coach? Il y a l'air d'avoir des joueurs pas simples à gérer dans le vestiaire, des cadors. Voilà, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, hein, le vestiaire rennais. Bon, on a parlé de cette jeunesse et je pense qu'on est tous à peu près emballés par le niveau de Meïté, le potentiel aussi de Cissé, ce qu'a montré Jacquet. T'as des joueurs, tu dis, en termes de complément en Ligue 1, Esteban Le Paul, Tamari, Frankowski, c'est top. Mais est-ce que c'est simple dans un vestiaire rennais de composer avec Brice Samba, Seko Fofana, Rongier, des joueurs comme ça qui ont quand même, tu vois, un vécu, une importance? Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu, hein. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Ça va être intéressant de voir la réaction. Habib Bey va rester, ça a été annoncé. Merci Dembélé, le BO 2025, très beau pseudo, pour l'annonce. Ça me paraît logique compte tenu du timing. T'as 2 matchs intéressants sur le papier avec 2 adversaires différents. Strasbourg au du classement, Paris FC en bas. Mais là, encore une fois, est-ce que dans 3 jours, nos amis Fofana et Blas vont sortir du mini-loft? Non, ça va être une curiosité, quoi. Adi Hutter qui retrouve Mbolé à Rennes, et c'était pas la bonne idée. Ouais, c'est vrai qu'en fait, quand tu vois que j'ai vu Philippe Clément, Laurent Blanc, franchement, Laurent Blanc, respect pour le but contre le Paraguay, respect pour le Bordeaux qui jouait très bien, pour le PSG qui était super agréable, mais Laurent Blanc en 2025, je suis pas sûr que lui-même il soit mis à la page, hein. Je pense que Laurent Blanc, tu lui dis est-ce que tu as envie de reprendre le Stade Rennais, il va te demander si Jonathan Pitre-Pas et Jérôme Leroy sont toujours au club. Donc à mon avis, il faut oublier cette hypothèse. Tudor, en fait, c'est là où le choix des coachs il est bourbier, parce que si tu ramènes un gars comme Tudor qui vient de se planter avec la Juve, ou un Adi Hutter qui vient d'être lourdé il n'y a pas longtemps par Monaco, tu prends un mec qui doit déjà qui doit se relancer, qui n'a pas eu le temps peut-être de se reposer. Je sais pas si c'est la bonne intuition côté Rennais, mais ouais, quand je vous le dis, équipe désespérante. Bugs, je peux entendre que peut-être on a un plafond de verre pour cette équipe et qu'on la surcote, mais entre surcoter et faire le minimum dans les scénarios de match, il y a quand même un truc où cette équipe, tes supporters, t'as de quoi péter un plomb. Ouais, je te le dis, je trouve que c'est pas normal, quoi. Après, on parle de beaucoup de coachs, hein, je le vois, hein. Et bon, le coach qu'ils aimeraient tous avoir, il est en train d'enchaîner un 3-sur-3 avec Nice, même s'il se plante en Europa League. Je pense que c'est le coach qu'ils aimeraient tous voir débarquer au Roison Park. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et côté Toulouse, belle réaction d'orgueil après être mené 2-0, avec un Cresswell qui, dans la finition, j'ai bien aimé cette action quand il est resté aux avant-postes, qui a eu l'espèce de petit crochet pour s'emmener le ballon et faire une frappe croisée.
je vais pas vous faire un poncif, genre, il y a des attaquants qui savent pas faire ça, mais dans la surface, on connaît les talents aériens de Charlie Cresswell, et balle au pied, sur le coup, ça m'a bien étonné, et super défenseur, hein. Certains disaient Cresswell, il est tout le temps comme ça. Cresswell, ça fait partie des mecs en Ligue 1, c'est assez bluffant. C'est franchement un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste quand il est à 100%. Il est tellement dominateur. Et ça m'étonne pas que Dortmund était intéressé après une seule saison de sa part au TEF pour le ramener. Finalement, ils ont pris Anselmino de Chelsea. Mais Charlie Cresswell, j'aime beaucoup son attitude. Et vraiment, c'est un joueur. Il est jeune en plus, hein, Charlie Cresswell, hein. Je pense que c'est un mec qui est 23 ans. Franchement, je vous le dis, en termes de maturité leadership, il en fait 3-4 de plus. Il en impose tellement. C'est un sacré bon joueur. Il y a Gbo qui était pas loin d'inscrire un golasso avec une frappe enroulée. Bon, Donum qui a mis un penalty, qui continue aussi à faire ses stats. Mais ouais, Enzo, je suis d'accord avec toi, hein. Toulouse, on en parle peu, mais le début de saison est extrêmement sweet. Certains leur promettaient l'enfer après son kata. Alors, on l'a souvent dit ici, hein. Et après, tu peux être quand même inquiet d'une pré-saison kata, parce que quand on prend 7 et 6 en match amicaux, tu peux pas non plus dire, voilà, tout va bien se passer. Non. Par contre, ils ont su capitaliser sur leur bon début de saison. On avait eu des choses contre Nice et Brest. Un match un peu spectaculaire contre le PSG. On s'est rendu compte que Toulouse pouvait ouvrir le jeu. Et puis là, il y a ce match nul où ils reviennent au mental. Ils sont 9e avec 14 points. Pour moi, tout le défi de Toulouse, c'est est-ce que... Je pense que pour le maintien, on va pas faire de faux débats. Ils seront à l'abri. Mais... Est-ce que Toulouse peut pas aller chercher un truc là, quoi? Est-ce que Toulouse aura la capacité d'aller embêter les équipes potentiellement conférence Europa League, à savoir 7 ou 6e? Tu vois qu'il y a quand même du beau monde. Alors est-ce que finalement ils vont pas profiter comme Lens d'une certaine fatigue pour les équipes européennes? Ça peut être un objectif, hein. De toute façon, ils doivent se mettre, quoi qu'il arrive, première partie de tableau. Je pense qu'ils ont l'effectif, le coach et la formation aussi pour y parvenir. Ouais, il faut qu'ils se libèrent de plus en plus. Tu vois, en plus, ils ont un calendrier, tu vois, ils reçoivent Le Havre, ils vont à Lorient. Le Havre fait de très bonnes choses. Lorient peut si Pantaloni trouve la bonne recette, une équipe un peu difficile à déstabiliser. Mais s'ils terminent avec un 6 sur 6, ils seront, vu qu'il y aura encore des confrontations à venir, ils seront dans un wagon intéressant. Et même s'ils font 4 sur 6, ce sera pas mal pour eux, quoi. Metalli encore trop fort. Ah, Metalli, c'est une dinguerie. Metalli, je rappelle, hein, c'est un défenseur central de formation et dans ses percées, dans ses intentions, dans ses prises de balles, Metalli, c'est un peu un cheat code, hein. Ouais, la formation toulousaine. J'avais fait une petite vidéo là-dessus parce que c'est vrai, quand on fait le 11 global de la formation toulousaine depuis une dizaine d'années, c'est juste fou, hein, entre les Shaibi, les Adli, les JD Campvo, les Manu Koné, tout ça, tu dis ah ouais, quand même. Et là en plus tu rajoutes les Metalli, les Vossa, les Saka. Je sais que beaucoup de Toulousains me parlent d'Azizi qui s'est fait une grosse blessure, qui va revenir en 2026 car être un autre beau talent. Et non, franchement, Toulouse bosse très très bien. Et de toute façon, c'est ce qu'il fallait à ce club. Il fallait un reset après la dernière saison en Ligue 1, avant la fermeture, enfin l'arrêt précoce sous Covid, Sadran, tout ça. Le nouveau projet avec Comoli, franchement, ils ont trouvé la bonne recette. Et ce mélange de bons recrutements à l'étranger et de jeunes joueurs, c'est propre. Ouais, j'ai pas cité tout le monde, mais Baffolé Diakité, ouais, très clairement, Baffolé Diakité aussi en impose, quoi. Matt Lyonnais, on a déjà parlé du carton rouge d'Abner, on a déjà eu un petit débat là-dessus, donc évidemment pour ceux qui arrivent en cours d'émission, comme toujours dans le débrief, on remet les timecodes pour ceux qui veulent rembobiner. Donc j'ai donné mon avis là-dessus, l'ami, en disant que je peux comprendre que ça surprenne pas mal de Lyonnais. J'aurais aimé entendre l'avis de l'arbitre dès ce soir, pas juste avoir le communiqué de la DTA, mais peut-être que lui il a jugé, parce qu'on a eu beaucoup de tacles dangereux, mal maîtrisés, et ça a été son cas, donc on va lui laisser ce doute-là. Je peux comprendre que pour un Lyonnais, ce soit frustrant quand tu vois que le match t'échappe à partir de là, mais il y a quand même ce petit truc de dire, ok, acquis de conscience, on va voir ce qu'ils vont en dire, quoi. On continue, les amis, petit tour de ce qui s'est passé ce soir, avec un match qui s'attendait à 8 buts dans ce Nantes-Monaco, qui a été un match extrêmement ouvert, extrêmement sympathique. Il n'y a pas eu juste 8 buts parce que les deux équipes ont été efficaces, vraiment ça allait d'un camp à l'autre. C'est le match que j'avais en fil rouge au-delà du multiplex, et franchement, merci aux 22 acteurs, même plus avec les entrants, merci au coach d'avoir proposé ça. Et notre ami Pocognoli, mine de rien, ce Monaco avec une grosse infirmerie, ce Monaco incomplet,
imparfait, feignant, pas bon dans les deux surfaces, un Monaco qui nous a déçus en Ligue des Champions, bah ce Monaco-là est deuxième de Ligue 1. Donc, comme quoi, après, moi ce que je vous ai dit, c'est que mon top 3 de Ligue 1, c'est celui-ci. Pour moi, je pense que juste que Marseille sera deuxième, c'était le top 3 que j'avais prédit. Mais même si Monaco est une équipe où on a beaucoup... Putain, par contre, ça a distribué ce soir de la part de l'arbitre. Waouh. Philippe Cohn, Salissou, Tézé, Koulibaly, Ouattara, Minamino. Et en face, t'as Tati, Ablin et Santonze. Ah ouais, ça y est allé, quoi. Ça est bien allé. Et non, que je vous dis, Monaco a une grosse infirmerie, mais Monaco a quand même un effectif. Bah, t'as des joueurs supérieurs à beaucoup de ce qui se fait dans le top 8 Ligue 1 en dehors du PSG enfin du PSG et de l'OM, quoi. Enfin, Akliouche, dans un monde normal, Minamino, bon, Balogun qui a eu besoin de beaucoup de régler la mire, même d'autres, hein, Tézé qui était au PSV, t'as du Mawissa, du Salissou, t'as Golovin qui rentre qui fait un doublé, t'as Ansu Fati, t'as Biret. Tu vois, je parle juste sur le papier. Dans les faits, il y en a qui sont sur des dynamiques très, très contraires, mais Monaco a un effectif qui reste supérieur à beaucoup des autres équipes, quoi. C'est vrai que le calendrier de Monaco est un trompe-l'œil et qu'ils vont affronter beaucoup de cadors. Il faut le noter. Je suis bien en accord avec toi, mais ils prennent les points alors que là, on avait vu quand même des débuts difficiles, le match a changé. Je me suis dit, voilà, est-ce que Pocconi, finalement, avec Fati qui ne lui serre pas la main, est-ce qu'il va pas se retrouver comme tous les coachs de Monaco à se faire bouffer par son effectif? Et non, c'est bien. Et en plus, c'est vrai que ce système avec les pistons, Diatta et surtout Ouattara qui a fait une passe D, Koulibaly qui marque et qui est également passeur, qui fait lui aussi de bonnes apparitions en Ligue 1, comme quoi avec toutes ces absences, Zakaria, Camara, il y en a qui en profitent. Et pour la profondeur de banc pour la suite de la saison, ce sera une bonne chose. Mais ouais, Monaco, franchement, en plus, c'est ouf, hein. Ouattara, 2 passes D, ouais. Je crois que t'as peut-être raison sur ce coup-là. Monaco, quand tu te dis que ce sera au complet, alors est-ce qu'ils seront au complet? Parce que tu vas quand même avoir encore de la CAN, tu vas encore avoir, je le souhaite pas, hein, mais des blessures. C'est vrai que cette équipe, ça va être intéressant de voir, quoi. Ouais, Ouattara, 2 passes D, bien vu pour ça. C'est exactement ça. Quel plaisir, 2 matchs, un match avec de mauvaises défenses. Ah bah là, très clairement, la théorie, elle s'est vérifiée. 2 défenses pétées égale classique pour notre plus grand bonheur. Et non, franchement, le match était hyper vivant, ça allait dans tous les sens. Ablin, l'égalisation, ce qu'il a mis à Salissou, c'est indécent. Ce qu'il a réussi à faire à Salissou, international ghanéen Ablin, c'est une unpopular opinion peut-être. Mais même s'il n'a pas les stats les plus dingues, est-ce que Kita n'a pas eu raison de mettre la barre très très haute pour notre ami Ablin? Parce que je sais que beaucoup ont été en mode choqué. Waouh, ils demandent 40, 45, voire 50 millions pour Ablin. Mais quand tu vois l'évolution des prix du marché et quand tu vois le potentiel d'Ablin, unpopular opinion, je répète, mais je trouve pas non plus que c'est un truc abusé de dingue. Ablin, il y a quelque chose avec ce joueur qui se détache de lui. T'as bien sûr le fait qu'au début de saison, il est boudé, il n'a pas eu son transfert, il a dû se remettre la tête à 100%. Mais franchement, quand ce gars-là, il a la tête à l'endroit, quand il a envie de faire mal à son vis-à-vis, c'est juste fou. Franchement, il devrait être encore une fois dans l'équipe d'en face. À la place de Balogun, il te met un triplé ce soir. Enfin, vraiment, il est fou. Il est fou, quoi. J'adore ce joueur, vraiment, ce qu'il réussit à dégager comme facilité, comme dribble. Et Guirassy qui m'a doublé, je suis content aussi pour lui, parce que même si c'est des buts assez particuliers avec des contres, des ballons qui traînent un petit peu dans la surface, j'aime énormément le fait de le voir planter, parce que ça a été un des joueurs un peu inefficaces du début de saison de Nantes. Donc je pense que lui, ça va lui faire du bien au moral de planter un doublé. Après, pour Nantes, les portes, c'était les portes du saloon, hein. On a un cow-boy qui a mis un grand coup de pied dedans, qui s'est servi à whisky, et ça a été difficile de tenir face à ces monégasques. Franchement, je crois que Monaco, j'ai vu une stat sur Bein, à la 35e minute, ils avaient 2,40 XG, donc ils se sont procurés un nombre de situations, et d'ailleurs la première de Balogun, où il a un face-à-face, et il envoie le ballon dans le ciel vraiment de la Beaujoire. Je suis, oh là là, le pauvre, il a marqué, mais il en a raté d'autres, et Balogun, c'est frustrant, parce que
On répète, hein, à Monaco, je l'ai dit, hein, il y a un déficit d'efficacité devant. Et il y a beaucoup d'attaquants qui se partagent des stats, du temps de jeu, mais finalement, c'est pas non plus dingue quand tu vois qu'un Panicelli est à 9 buts et que je pense qu'en cumulé, les attaquants monégasques doivent le dépasser parce que ouais, Inkina en a mis 2, Balogun est à 3, Fati à 5 de mémoire et Mbiret 1. Donc ouais, ils l'ont dépassé, mais tu vois, il faut 4 joueurs de l'AS Monaco pour dépasser un attaquant de Strasbourg. Donc c'est quand même assez fou. Et là, pour le coup, ils s'en sortent bien parce que bah, Nantes a été un petit peu puni, soit sur certaines relances, mais ce soir, j'ai plus l'impression que c'était des contres fulgurants. Et Golovin très très bien ce soir. Golovin très très bien parce qu'il a marqué un doublé, mais Akliouche, meilleur match de sa saison. Certains n'ont pas compris quand il avait été rappelé en équipe de France. Bon, après, les gars, il y avait 5-6 absents. Au bout d'un moment, c'est normal d'appeler un Akliouche qui est tout sauf un mauvais joueur. Et là, vraiment, je l'ai vu faire des passes, faire des ouvertures. J'ai vu un Akliouche revenir à un très bon niveau. Donc, pour Monaco, c'est plus que encourageant de récupérer certains de ces joueurs-là à un niveau satisfaisant. Et ce système à 3 qui doit être encore perfectionné parce que je pense que Pocconi ne sera pas satisfait d'avoir pris 3 buts ce soir. Mais il est deuxième de Ligue 1, il va avoir des retours, il y a encore un gros enchaînement. Et quand tu vois, après c'est ouf, hein, mais on parle souvent d'électrochoc. J'aime bien ce que propose Pocconi, j'aime bien voilà, les premières intentions, mais je me méfie grandement parce que, comme je vous l'ai dit dans l'autre débrief, Monaco, il y a souvent ça avec leur coach. Il y a des prises de conscience, il y a la volonté de faire plaisir aux arrivants. Et puis très très vite, une fois que bah, finalement on a passé l'idylle, on essaie de lui mettre des couteaux dans le dos, quoi. Donc j'espère que Pocconi ne se fera pas trahir par son vestiaire. Mais je vois déjà même des conférences de presse, je vois du discours. Je vois que c'est un mec qui parle pas mal de jeux dans ses confs de presse. On sait que pour certains coachs, c'est pas évident parce qu'il faut aller à l'essentiel. Mais ouais, pour l'instant, ça se passe bien parce qu'il y a eu le nul contre Tottenham alors qu'il méritait de gagner. Il y a eu la victoire contre Toulouse. Il y a eu ce nul à Angers qui était un petit peu une entrée en matière difficile. Et là, ce soir, ça marque 5 buts et on voit pas mal de choses dans le jeu. Maintenant, bah, il faut un petit peu recadrer cette défense. Ça va être l'objectif pour les Monégasques. On continue, les amis, avec le Strasbourg-Auxerre. Le Strasbourg-Auxerre qui se termine en 3-0. Et là, malheureusement, je pense que ça va être le chant du cygne pour Pélissier. Ça va être la fin. Il n'y avait pas Namasso en plus qui a été blessé de mémoire, qui était hors du groupe. Kevin Danois est quand même rentré. Ouais, là, pour le coup, difficile pour cette équipe de la GIA qui, malheureusement, est 17ème de Ligue 1, qui enchaîne, ouais, là ça commence à s'enchaîner les défaites, qui ne trouve plus de solution dans le jeu, j'ai l'impression que le match contre Lens les a un peu tués parce qu'ils avaient été très très bons ce soir-là, et ils avaient pris 0 points, et bah, ils s'étaient fait, on va dire, ils avaient été hijack dans le temps additionnel avec le but de Sima. Ouais, Barco, c'est le football. Hein. Barco, vous connaissez mon affection pour lui. Vous connaissez ma take sur hors-jeu de le voir à la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine. Mais la louche qu'il met là pour le but et son activité au milieu de terrain, c'est juste fou. Panicelli qui marque encore. Et là, bah, faut le souligner parce que le gars est quand même sur une série assez impressionnante où il marque quasiment à chaque match de Ligue 1. 9 buts en 10 matchs. C'est un excellent ratio pour ce joueur. Qui découvre, encore une fois, on rappelle le championnat, qui vient de 2e division espagnole. Donc même si c'est un talent identifié par Bluco, faut quand même pouvoir, tu vois, enchaîner sur ces coups-là, quoi. Mais ouais, il n'a pas marqué contre le Paris FC et contre l'OM. Sinon, ouais, il marque à tous les matchs depuis un moment, quoi. Il a fait 2 doublés, Angers. Ouais, non, franchement, il est sur une série qui est très très forte, quoi. Ouais, lui, ils sont pas trompés sur le profil. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont été bons. Ouais, Nanassi, un joueur qui avait un petit peu disparu parce qu'en même temps, Strasbourg a un effectif pléthorique d'une 30aine de joueurs. Mais Nanassi, on avait tous été enchantés par son début de saison en 2024-2025.
il avait un petit peu marqué le pas parce que c'est un gamin qui malheureusement avait enchaîné juste après sa saison avec la Suède. Et là, pour le coup, il y a eu un contre-coup physique, il y a eu une blessure, donc pas simple de revenir à 100%. Mais là, c'était bien hein, de le voir rejouer. Oui, je sais qu'il était blessé, les gars. Hein. Je reprécise juste le contexte de Nanasi, voilà, en deuxième partie de saison, ça a été plus compliqué. Là, il y a des joueurs qui sont arrivés. Lui, il était à l'infirmerie. Et pour le coup, le relancer de la part de Rosseigneur dans ce match, je trouve que c'était une bonne idée parce que c'est une équipe d'Auxerre, c'est une équipe de Ligue 1, mais c'est un 17ème. T'es à la maison, t'es entouré par pas mal de bons petits joueurs. Hein. Je crois que Païcelli, Barco, Diegzi Moreira, Mamadou Sarr, Ouattara, Guéladoué, tout ça, c'est quand même costaud. Et non, franchement, c'est très bien pour lui parce que en solution offensive supplémentaire, je pense qu'il peut avoir son mot à dire, que ce soit en conférence, que ce soit voilà, parmi toutes les possibilités. Strasbourg joue en attaque parce que ce soir t'as Kendry Paes, t'as Amoameyo qui rentre, t'as Enciso qui reste au repos. Non, c'est vrai que pour Strasbourg, qui est du coup 4ème à 2 points du PSG, c'est encore une fois une belle soirée. Je suis d'accord avec vous sur Barco. Franchement, on sait que Strasbourg a changé de dimension, a des moyens, mais le fait d'avoir repéré Barco, pas intégré à Brighton, en difficulté lors de son prêt à Séville, qui est revenu, et finalement on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et là on se dit, tiens, Barco, on va aller le chercher, et on va pas le mettre en latéral, même si c'est un latéral de formation, je pense que tous les spécialistes de FM le connaissent, et on va le mettre au milieu de terrain. Et ça, de la part de Rosseigneur, c'est une des meilleures trouvailles tactiques de 2025. Vraiment, installer Barco comme ça, en tant que poumon principal de ton jeu, de ce Strasbourg-là, c'est juste génial, quoi. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié, encore une fois, son match, ce que j'ai pu voir de lui. Il est au four et au moulin. Et oui, j'ai vu quelqu'un dire Barco, au PSG, ça me déplairait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à qui ça déplairait pas. Comme toujours, Chelsea aura le dernier mot. Mais c'est vrai que si Barco... En fait, dans cette équipe de Strasbourg, il y en a quelques-uns que je dirais, tiens, s'ils allaient au PSG... Alors après, aller au PSG où tu dis, est-ce que c'est le PSG à 100%? Est-ce qu'il y en a un qui peut être titulaire? Pas encore. Et par contre, pour la rotation, pour prendre du temps de jeu, les Guéladoué, les Barco, potentiellement Diegzi Moreira qui ferait pas tâche dans un rôle de doublure, pourquoi pas Panicelli par rapport à Gonzalo Ramos qui a la tête à l'envers. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, c'est sûr qu'il sait tout faire, qu'il a la qualité technique, qu'il a la vision, qu'il a l'activité, le volume de jeu. Premier but en plus ce soir, donc en plus il commence à terminer les actions, c'est fort quoi. On disait pareil avec Clément André Santos. C'est ça. Mais bon, quand tu sais que Chelsea a quelques soucis au milieu de terrain en termes de quantité, ça m'étonnerait pas que Barco l'an prochain il revienne là-bas en PL et que si Maresca est intelligent, s'il est toujours là, l'utiliser au milieu de terrain, ça me paraît bien. Ouais, Mamadou Sarr évidemment comme joueur qui pourrait avoir son petit mot au PSG ou Doucouré, ouais, non, ça je suis bien d'accord avec toi quoi. Barco au PSG pour succéder à Ruiz, pas de souci. Et puis il faut des top joueurs de toute façon. C'est vrai que tu es dans un excellent club européen, donc il faut de la concurrence et apporter un petit peu ça quoi. Et oui, Sarr évidemment, il a déjà signé à Chelsea, donc ça pourrait être utopique. Mais je sais que Luis Campos, il a son petit carnet et il dit tiens, si lui Chelsea va pas là-dessus, s'il y en a une fenêtre où on peut s'engouffrer, s'il y a la lucarne d'Evry et je peux mettre un Golasso enroulé dedans, je vais pas en priver quoi. Donc non, ce Strasbourg, à chaque fois, les buts, ils sont épatants. Après, le premier de Païcelli, quand j'ai vu la faiblesse de cette défense auxerroise qui a laissé passer le ballon, et ouais, Clément Akpa, je sais qu'il est pas mal décrié parmi les supporters. C'est dur parce que Akpa, j'ai adoré sa saison en passé, mais je vois clairement un joueur qui a l'envers, qui est pas bien en ce moment, comme beaucoup de joueurs de cet effectif auxerrois qui a la tête sous l'eau, a la tête à l'envers, n'y arrive plus. Quand je vous le dis, je pense que Pélissier va sauter. Est-ce que ce sera avant le match de Marseille ou est-ce que ce sera après? En tout cas, je pense que malheureusement, on se dirige vers une fin. C'est dur parce que l'an dernier aussi, ils avaient mal commencé. Ils étaient à 10 points à peu près comme ça. Là, ils sont à 7. Ils ont eu ce match contre l'OM qui avait débloqué quelque chose. Là, t'as l'OM qui arrive. Est-ce que ça peut être pareil? Je sais pas, mais je vois un Agia malade. Et ouais, c'est vrai qu'en fait... Djoubal, on a beaucoup parlé de certains départs. Gaëtan Perrin, c'est conséquent. Ahmed Julien Traoré aussi. Mais je pense que, attention, la perte de Djoubal qui malheureusement, que ce soit défensivement
ou en termes de leadership d'aura, n'a pas été remplacé pour le moment. Et pourtant, quand je vois du Siralta, quand je vois du El Azouzi, quand je vois peut-être, tu vois, certains joueurs qui peuvent prendre ce relais, comme pouvait l'être Akpa, je me disais, bon, ils peuvent s'en relever. Et finalement, ils ont plongé quoi. Donc, dire, ouais, bah j'étais au stade, pas un souvenir d'arrêt Penders. Bah, Penders, de toute façon, il y a 5 tirs pour Auxerre, 0 cadré, et un gardien qui fait clean sheet qui a 6-9. Ça veut dire qu'en gros, il a passé une soirée tranquille, quoi. Il a téléchargé Hades 2, il a téléchargé Pokémon Zelda Legend sur sa Switch, et il s'est fait plaisir, quoi. Je pense qu'il a dû être vraiment pépère le gars, quoi. Donc je connais très bien son grand Akpa, il a été approché par son grand frère, j'imagine, il a été approché par les clubs de Bundes, mais a voulu rester car Pellissier reste. Ah, c'est dur. Mais après, tu vois, ça m'étonne pas qu'il ait été approché par des clubs de Bundes, ça sentait la très bonne idée pour des Francfort, pour des Dortmund, à 15-20 millions d'euros. Mais ouais, là, c'est l'an 2. On sait que pour un promu, on le dit souvent, hein, quand tu restes en Ligue 1, le plus dur, c'est la deuxième année. Et Auxerre est tellement dedans parce que l'an passé, c'est une équipe qui nous a enchantés. On a vu des matchs contre des gros assez épatants. La victoire au Vélodrome, le match fou de Donovan Léon contre le PSG. On a vu des perfs individuels devant avec Sinayoko, avec Traoré Perrin. Mais ça, c'est l'an dernier. Il faut faire le deuil de cette belle saison et réussir à repartir de l'avant. Je suis inquiet pour la JA, mais je suis pas fataliste parce qu'ils ont encore un effectif sympa. Il va falloir faire certains choix forts peut-être, notamment en défense. Et pour le coup, il y a d'autres équipes encore qui vont lutter pour ce maintien. Il faut juste pas être décroché. Mais attention à voir à quel point tu vas garder PIC, quoi. Question 1 million d'euros. Tu mets qui en neuf au Racing? Et Mega, quand il revient, on paye Cheli. Après, ce qui est bien, c'est que le Racing joue sur plusieurs tableaux. Kemega va revenir de blessure, donc petit à petit il va faire des entrées. Et je pense que Payecelli va rester titulaire pour un moment. Je pense que tu peux pas enlever un mec qui a marqué 9 buts en 10 matchs, mais de l'autre côté, tu vas avoir ton capitaine sur le banc. Est-ce que tu vas pas essayer d'avoir un 3-5-2? Je pense que c'est la meilleure option. De toute façon, tu sais quoi, tu mets 3-5-2, tu mets Panicelli et notre ami Emega, et tu mets Barco au milieu de terrain, et après le reste, on se débrouille tant qu'il y aura Barco pour faire le sale boulot, pour récupérer des ballons, pour leur filer des trucs. Je pense que ça ira, quoi. Ouais, ils ont déjà joué ensemble. Je sais que Rosseigneur a déjà testé ça parce que je pense que c'est une idée. Panicelli qui a plus ce profil pivot et méga plus profondeur, je mets les guillemets parce que c'est évidemment hyper cliché, mais je pense que ça peut être aussi une idée, et Rosseigneur est un coach intelligent. D'ailleurs, j'ai bien aimé sa sortie sur Fofana parce que bon, juste après le Lyon-Strasbourg, il a, je vais pas dire dérapé, mais il a dit n'importe quoi dans le sens il comprenait pas pourquoi il y avait rouge. Et là, en conférence de presse, au calme, il est revenu là-dessus en disant je me suis emporté, j'aurais pas dû dire ça. C'est rare dans le football ceux qui reconnaissent leurs erreurs, et on va reconnaître ça à notre ami Liam Rosseigneur. On enchaîne avec ce Lorient PSG et un match qui a échappé au Paris Saint-Germain, qui menait au score, qui s'est fait égaliser. C'est rare pour le noter, avec encore une fois beaucoup de turnover, avec Njantou, Mbaye, je dis plus Zaïre Emery parce que comme il n'y a pas tout le monde au milieu de terrain, il enchaîne beaucoup. Mayoulou, Beraldo, Zabarni, tout ça en titulaire. Malheureusement, Chevalier Zabarni, les deux recrues de l'été qui sont encore impliqués sur le but, donc ça va faire parler. Je pense que pour ces deux-là, peut-être prendre un petit peu de temps, peut-être qu'il y a un petit peu certaines choses qui se passent dans leur tête. Il va falloir passer à autre chose parce que tu es au Paris Saint-Germain et il n'y a pas trop le temps de tergiverser. Il va falloir vite se remettre dedans. Je pense que Zabarni, on a déjà vu des gros matchs de sa part. Là, il traverse une période difficile. Il faut qu'il se remette dedans. Chevalier va de nouveau avoir besoin d'un match référence, d'un truc un peu fou, comme sortir 2 pénaltys à Toulouse. Parce que là, même si tu vois le but encaissé avec la sublime frappe d'Igor Silva, pas dire que c'est le principal fautif, non. C'est plus Zabarni qui se fait un peu mélanger, mais Chevalier repousse dans l'axe, c'est le genre de choses, tu vois, tu peux dire un gardien international doit faire mieux. Ouais, Zabarni, la dynamique est abominable, j'arrive pas à l'expliquer, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, je l'ai vu faire un match à Barcelone très bon, un match au Vélodrome, même si son équipe perd, c'est pas loin d'être le meilleur parisien, et là, je le vois plonger. C'est dur. Peut-être la manière de défendre entre la PL et la Ligue 1 ne lui convient pas. C'est difficile à expliquer parce que je trouve qu'il a beaucoup de qualité, ce joueur. Et pour l'instant, il chute un petit peu mentalement. Comme je vous dis, on a vu 2
faces différentes de Zabarni, une qui est hyper intéressante, encourageante pour l'avenir, et l'autre où tu es un peu en mode, bon, je vous le dis, moi je suis toujours de la team tempérance, patience, il faut du temps pour que des joueurs s'adaptent à leurs environnements, qu'il ait coûté 0 ou 150 millions d'euros, j'aurais toujours de la nuance. Mais là pour le coup, Zabarni, il fait ça juste après avoir été très très bon, donc c'est particulier, je dois vous l'avouer. Désiré Doué qui malheureusement rechute, une blessure qui semble assez inquiétante. Voilà, il s'est tenu, il s'est pris sa tête entre ses bras. Ça sent un peu l'espèce de gros claquage ou le truc qui lâche, donc au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est dur parce qu'on se disait dans ce PSG là, t'as tout le monde qui revient petit à petit. Dembélé, Gvara, Neves, on a également Marquinhos, Fabien Ruiz bientôt. Et là pour le coup, t'as un joueur comme ça qui s'arrête, hein. C'est chaud. Ouais, c'est ça. En plus, il a fait un match qui était tellement bon contre Brest, même contre le premier but contre Strasbourg et la perf à Leverkusen. Ça tombe comme ça et c'est même relou, tu vois, pour l'équipe de France parce que il va louper la fenêtre de novembre. Je pense qu'il sera là en mars, mais c'est toujours bien hein, à l'approche d'une Coupe du Monde, tu vois, de pouvoir enchaîner à ce niveau-là, quoi. Mvogo qui fait son premier bon match. C'est vrai que côté l'orienté, j'ai vu un Mvogo sortir quelques parades de très très bon niveau. Lui qui en a encaissé je ne sais combien depuis le début de saison, qui s'est fait martyriser. Et là, pour une fois, j'ai revu le Mvogo, bon gardien de Ligue 1, meilleur gardien de Ligue 2. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les amis, on va s'arrêter sur un petit joueur, Arsène Kouassi. Qui, comme dirait Luis Enrique pour Unai, mais mon Dieu, d'où sort ce gamin? Vraiment, Arsène Kouassi, 1 200 000 euros, recruté à Ajaccio. Je suis épaté parce qu'on a souvent parlé ici dans les lives en termes de joueurs intéressants à Lorient, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui tente beaucoup dans son couloir, qui a un vrai apport, qui a des petites stats pour un piston d'une équipe promue, c'est quand même pas anodin. Mais alors là, le match qu'il a pu faire ce soir contre le PSG, alors certains vont dire PSG bis, oui mais c'est quand même un PSG, j'aime énormément ce qu'il propose dans son couloir, il a l'origine de l'égalisation, c'est un joueur qui ose beaucoup, qui tente, qui est vraiment en train de prendre une sacrée dimension à Lorient, et bravo à la cellule de scouting des Merlus de l'avoir identifié, parce qu'on sait qu'en Ligue 2 il y a des vrais talents, hein. Tu vois Noah Kadiou, ils sont allés le chercher de mémoire à Rodez, Kouassi c'est à Ajaccio, on avait vu du coup Pablo Pagis qui s'était fait les dents du côté de Nîmes, de Laval, on avait Elie Junior Kroupi qui avait énormément performé, mais pour le coup Arsène Kouassi, franchement c'est le meilleur Lorient, pour moi c'est le meilleur Lorientais du début de saison, je suis d'accord avec toi, vraiment c'est lui qui était la pépite à aller chercher. À Saint-Étienne on proposait plus que Lorient, et mes préférés jouent en Ligue 1. Mais tu sais que pas mal de Lensois m'ont dit qu'apparemment il aurait pu aller aussi à Lens. Alors là, tu le mets dans ce Lens de Pierre Sage où il y a beaucoup de joueurs qui sont à leur avantage. T'imagines, tu avais un couloir. Alors est-ce que c'était en plan B de Udol? Je sais pas, mais si tu avais Udol en défenseur central axial gauche et Kouassi juste devant lui, plus un profil un petit peu dynamiteur, Saïd Sima, t'avais le couloir gauche de Lensois, ça aurait été le bazar permanent, quoi. Ça aurait été impossible à canaliser. Et non, j'ai bien aimé parce que le match de Lorient, ils ont été dominés dans le jeu par le PSG. Il y a eu un peu de mieux au retour des vestiaires. Puis finalement, tu as eu le but de Nuno Mendes. Et finalement, j'ai vu un Lorient un peu plus lâché. Alors, évidemment, 21% de possession, 4 tirs de cadré. C'est les stats dignes du fameux Celtic-Barça, que le Celtic a gagné 2-1. Mais j'ai vu un Lorient être un peu plus, comment dire, agressif dans le bon sens du terme, un peu plus inspiré, avancé en bloc, a bien défendu. Ça aussi, on avait vu certains matchs où ça avait totalement dégoupillé. Donc non, j'ai vu pour une fois un match à Lorient, je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc, on a vu d'autres scénarios, évidemment, la victoire contre Rennes, la victoire contre Monaco, mais tu sais, comme il y avait des cartons rouges, des trucs comme ça, là c'était 11 contre 11, et j'ai vu Lorient vraiment se prendre au jeu et faire un match de manière concrète, où j'ai vu, certes, le plan de jeu était très défensif, certes, le but principal c'était d'aller chercher le point que tu avais dès la première minute, mais vraiment, je trouve que pour une fois, j'ai vu un peu de la solidarité, et une équipe avancée ensemble avec 11 joueurs qui ont, voilà, même si devant, tu vois, j'ai vu Pagis qui était frustré parce que voilà, le moindre ballon qui arrivait devant, c'était quasiment un miracle, et 3 attaquants devant, je pense qu'ils ont dû trouver le temps long, la défense à 5 qui a été sortie par Pantaloni, mais Lorient, écoute, ils ont fait un match, voilà, c'est ce qu'on attendait d'eux.
défendre, bloc bas, attendre le PSG, essayer un petit peu sur chaque attaque d'accompagner un porteur du ballon. Et non, c'est bien, parce que c'est une saison compliquée pour les Merlus et ils ont besoin de cette respiration. Ouais, et Bamba n'a pas eu beaucoup de ballons. Ouais, je pense que Bamba, tu vas voir ses stats. Je pense que tu vas un petit peu peut-être halluciner sur le nombre de ballons touchés parce que le pauvre, il a dû passer une soirée. Allez, Bamba, c'est combien hop. Bah, il a fait 6 sur 7 passes. C'est quoi? C'est pas évident. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, là, c'est vraiment le match où bah, tu te contentes de faire le premier rideau. Quoi. Et puis, si tu peux... ouais, c'est chaud. C'est chaud pour lui. Quoi. Donc, non, franchement, c'est un bon point pour Lorient. Très, très belle frappe d'Igor Silva. Et le PSG qui n'a pas su concrétiser. Pourtant, putain, le PSG, ils font rentrer João Neves et Vitinha, puis Kvara, Doué, et enfin Ramos, avec les blessures, puis les contre-coups. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pu aller chercher cette victoire. Ils n'étaient pas portés par ce petit truc. Quoi. Ouais, Derman Karim, c'est pas mal. Derman Karim, c'est pas mal comme petit joueur un peu remuant. J'avoue que j'ai déjà vu des choses, notamment au Vélodrome, quand ils avaient perdu 4-0, ils avaient été à 10 contre 11. Et c'est bien, quoi. Bah, Abergel, c'est le tonton. Abergel, c'est... Je sais qu'à une époque, le LOSC voulait le recruter pour soit accompagner Benjamin André, soit pour être la doublure de Benjamin André. Et c'est totalement le joueur, s'il était dans une équipe top 7-8 Ligue 1, il ferait pas tâche. Lolo Abergel, je te rejoins totalement. Les amis, le jour de gloire est arrivé. Le FC Metz a gagné un match de football en première division avec un clean sheet. Mais quand même un carton rouge, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est le tarif quotidien. On s'est beaucoup moqué du FC Metz à juste titre parce que le début de saison c'était du grand n'importe quoi, 2 points en 9 matchs, des scénarios où on s'est dit bon, ils ont rien à faire en Ligue 1, des joueurs qui pètent les plombs, Sadi Boussané qui fait des tacles d'assassin, des buts de gag, des ratés incroyables. Ce soir, juste bravo, il n'y a pas de troll, il n'y a rien à dire, ils ont fait un match de tonton de la première à dernière minute, ils sont allés chercher leur victoire au courage, au forceps contre le deuxième de Ligue 1. Il n'y a rien à dire, c'est amplement mérité. Et chapeau du coup à Le Mignon et ses joueurs parce que vraiment j'ai vu un vrai bon match du FC Metz. C'est vraiment ce qu'on attendait finalement un petit peu, ce que je vous disais, un peu de personnalité, un petit peu de... Voilà, tenter quoi. Au bout d'un moment, t'es ridicule en Ligue 1, t'as plus rien à perdre. Tout le monde va encore se moquer de toi. Et bien là, c'était le moment où ils ont dit on va arrêter d'être les rigolos, on va arrêter d'être des petits farceurs. Et voilà, on va sortir un match. Tu as la première passe de Tita-Julie sur le but qui conclut au penalty. Elle est assez géniale. J'aime beaucoup le petit Sané qui rentre à chaque fois. Ibou Sané qui propose quelque chose avec sa passe pour Gauthier Hein sur le deuxième but qui est bien exécuté. Vraiment regrettable que Gauthier Hein... Je peux comprendre hein, la célébration parce que c'est en vrai, on peut lui en vouloir parce que c'est carton rouge et il va manquer un match contre un concurrent direct à Nantes. Mais en même temps, c'est une libération. Il en prend plein la tronche comme son équipe depuis 3 mois. Il a voulu répondre au public. Je pense que toutes les émotions ont lâché en même temps et qu'il a oublié qu'il avait déjà pris un jaune. Et du coup, c'est un carton rouge extrêmement regrettable. C'est ça, il en est gros sur la patate. Et ouais, je peux, en vrai, c'est une réaction humaine. Oui, j'ai dit que c'était pas un prix Nobel parce que, comme je vous dis, c'est quand tu prends un jaune, quand tu enlèves ton maillot, je peux l'entendre. Et quand derrière tu vas manquer un match capital à Nantes, tu as quelque chose à redire. Mais une heure après, je peux prendre le côté un peu plus humain et dire, je peux entendre que Gauthier Hein, voilà, il y a une tempête émotionnelle pour lui. Et voilà, il faudra capitaliser. Malheureusement. Sur cette victoire à Nantes sans l'enfant du club qui en a pris plein la tronche comme tu le dis fils de Moldu. Et non ce FC Metz là Kwao très bon, la défense centrale impeccable qui a bien muselé Edouard, Thauvin et Sima. Et un lance un peu méconnaissable. Alors t'avais 2-3 changements, tu vois, avec notamment Abdoulhamid, avec Sima titulaire. T'avais un tout petit peu de turnover, mais t'avais la base principale du Racing qui était là. Et non, ils sont passés à côté. Voilà, ça peut arriver. Quand je vous le dis, c'est dommage de faire un non-match quand tu aurais pu prendre la tête de la Ligue 1, quand tu sors d'une très belle victoire contre Marseille, quand tu es sur un bon début de saison. Un accident de parcours. Le plus important pour le Racing, c'est de savoir rebondir. Ça tombe bien, il y a un nouveau match contre un mal classé dès ce week-end contre Lorient. Et on verra s'ils vont pouvoir justement faire... un petit peu amende honorable et savoir se rattraper devant leur public, ça va être l'objectif.
intéressant de savoir ce que Pierre Sage en a pensé, en a dit. Mais ouais, les joueurs, il n'y a pas eu la même énergie, la même volonté que d'habitude. Et ouais, c'était peut-être le petit risque de voir à quel point cette équipe a manqué je sais pas, c'est de l'envie, c'est d'avancer ensemble, c'est tout ce qu'on a vu. Parce que défensivement, c'était très fort, mais aussi dans les sorties de balles, tout ça. Non, j'ai pas vu indigne selon Sage. Je pense qu'il a raison. Je pense que de toute façon, tout le monde est au courant qu'ils sont passés à côté, les joueurs eux-mêmes, que quand tu perds contre Metz, relégable, bon dernier, bah tu dois repartir la tête basse au charbon. Et c'est bien aussi parce que c'est peut-être une défaite qui va servir à Lens pour montrer que le chemin reste long pour arriver jusqu'en Coupe d'Europe. Tu as évidemment cette question de pouvoir bénéficier d'une saison sans Coupe d'Europe, de ne pas jouer tous les 3 jours. Mais voilà, ils ont un coup à jouer cette saison. C'est qu'une défaite, on va pas tout remettre en cause. Mais comme je vous dis, le plus important, c'est voir le visage qu'ils vont entreprendre du côté de Bollaert face à Lorient, quoi. Malang Sarr apparemment était puni pour un retard. Donc c'est vrai que lui, on a bien compris que c'était un peu l'âme du Racing derrière depuis le début de saison. Donc si on avait dit à certains supporters lensois que Malang Sarr serait indispensable, je pense que beaucoup ne l'auraient pas cru par rapport à la saison dernière et globalement sa trajectoire. Mais voilà, quand on le dit, pas de mauvais contexte pas de mauvais joueurs que de mauvais contextes. Et Sarr est peut-être pas tombé au bon moment. C'est vrai que quand il est parti à Chelsea, quand il a enchaîné Nice, Monaco, Porto, là pour le coup Lens, sous Pierre Sage, il a peut-être Pierre Sage qui a connu aussi ce côté très jeune joueur, parce que Sarr il a été lancé en Ligue 1, il a marqué son premier but à 17 ans, donc il a très très vite changé de notoriété, et là pour le coup il a su en faire vraiment un joueur déterminant, quoi. Non, mais bien sûr, quand je vous dis que, ce que je dis, Lens a été méconnaissable, mais ils ont été méconnaissables parce que l'équipe d'en face les a rendus mauvais. Et ça, c'est tout le mérite de Le Mignan, de son groupe. Et ça va être pas mal de voir justement s'ils sont capables d'aller chercher quelque chose à Nantes qui vient de perdre une équipe, confrontation directe. Dans un championnat à 18 équipes, à 34 journées, t'en as pas non plus beaucoup. Pour l'instant, t'as fait 2 nuls contre Le Havre et Angers. Ils n'ont pas affronté encore Auxerre, non, les Messins, je crois. Si on parle des confrontations directes, est-ce que ça peut... c'est ça, t'as Auxerre qui tombe là-bas en décembre. On peut peut-être rajouter Brest à la limite. Et après, t'as des matchs aussi contre le PSG, Rennes et Nice à la maison. Faut voir si cette victoire de prestige, oui et non, mais surtout cette première victoire sert de déclic. Parce qu'on sait que quelqu'un disait... Mais ça avait un très mauvais bilan comptable, mais dans le jeu, on a pu voir 2-3 trucs. Il y a certains matchs où ils étaient insuffisants depuis la trêve. Je trouvais que c'était quand même... je trouvais que l'équipe avait vraiment dégringolé. Et là, pour le coup, ils se sont un petit peu réveillés. Donc c'est ça, ils ont mérité leur victoire. Rien à dire. On les a assez tensés dans ces débris, dans ces lives, pour ne pas le reconnaître. Et quoi qu'il arrive, on le reconnaîtra parce que ici, on est honnête, on ne ment pas aux gens. Non, bravo à Metz, franchement... Ils ont fait vraiment une victoire de patron de tonton. Autre victoire assez étonnante, épatante, c'est Nice qui enchaîne un 3e succès de suite contre le LOSC. Le LOSC qui sortait aussi d'une belle séquence, donc match un petit peu qui sentait le haut de tableau. Et finalement, c'est Nice qui allait chercher ses 3 points. Avec notamment quelques choix du côté de Genesio, avec Ngoy qui était de nouveau titulaire. On avait Arnaud Baudard parce que Ozer était malade et malheureusement ça a eu une incidence assez concrète. Tu avais Djoumaba qui était revenu côté niçois, qui n'avait pas été titulaire je crois depuis une dizaine de matchs. Tu avais aussi Thiago Gouveia, Kevin Carlos qui était présent. En fait, tu as aussi des erreurs individuelles qui ont des conséquences pour direct du côté du LOSC avec cette première situation où tu as Arnaud Baudard et Ngoy qui ne se parlent pas et Arnaud Baudard finalement fauche l'attaquant niçois de manière assez grossière. C'est vrai que, comme le dit Genesio, on leur a donné beaucoup de choses, eux n'ont pas fait grand chose. Je trouve quand même que Nice a été plutôt bon dans son approche et cette défense. Je pense qu'ils ont bien raison que finalement, dans cette période où ils ont un petit peu de monde dans l'infirmerie, qu'ils enchaînent beaucoup, autant attendre et piquer en contre. Et c'est vrai que 65%, 19 tirs pour le LOSC, seulement 4 cadrés. C'est le LOSC qu'on n'aime pas. C'est ce LOSC imparfait qui ne maîtrise pas ses 2 surfaces, qui fait des erreurs, qui n'arrive pas à finir ses actions. Et pour le coup, le pauvre Arnaud Baudard qui a fait aussi sur le 2e but une relance un peu lunaire. Par contre, la passe de Sanson
pour aller trouver Johnson. Je l'ai trouvé vraiment génial. Pour le coup, la passe de Sanson est magnifiquement exécutée. Et pareil, hein, sur le premier but, Sofiane Diop, qu'en est à... C'est quoi? C'est 6 buts sur ses 5 derniers matchs. L'ami Sofiane qui enchaîne bien. Panenka. Et c'est un petit clin d'œil parce que un des premiers buts, un des premiers faits d'armes de Sofiane Diop en pro, c'était une Panenka en Coupe de la Ligue avec Monaco. Je m'étais dit à l'époque, le petit 17-18 ans, il a pas froid aux yeux. Donc il a encore marqué notre ami Sofiane qui ne s'arrête plus. Et c'est ça, ouais, il était resté sur le banc contre le Celta. Et sinon, ouais, il a marqué contre le Paris FC, il a marqué un doublé contre Monaco. Hop, but et passe D contre l'OL. Et encore une fois, ouais, franchement, c'est une série qui est magnifique. C'est 6 buts en 5 matchs. C'est costaud de sa part. Hein. C'est assez fort, quoi. Non, c'est bien pour Nice. Et comme je vous le dis, en fait, c'est une équipe qui est détonnante. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Parce que moi, j'ai toujours défendu Francaise en Ligue 1. Je trouve que c'est un super coach de championnat. Depuis qu'il est remonté avec Lens, c'est un coach qui est top 5 tous les jours de Ligue 1. Très souvent top 3 même. Il a une très bonne lecture des rencontres, de ses adversaires. Et c'est bien préparé ses coups. Ce qui lui manque juste, c'est la Coupe d'Europe. Et au bout d'un moment, ça va devenir compliqué de se faire peut-être une réputation, de casser ce plafond de verre. Je comprends pas pourquoi ça n'y arrive pas. Alors là, certains vont dire, t'as quand même joué la Roma, Fenerbahçe, Celta Vigo. Oui, mais bon, au bout d'un moment, si tu arrives à faire des résultats dans ton championnat contre l'OL, Monaco, Rennes, Lille et ainsi de suite, il n'y a pas un monde où tu ne peux pas aller chercher quelque chose contre ces équipes-là. Tu fais 0 sur 9, allez, je veux bien peut-être une petite victoire, un nul quelque part. Ça va être bien de voir si finalement cette bonne période en Ligue 1 va leur permettre d'avoir de nouveau un boost au moral. On sait qu'il y a un match à Fribourg qui arrive la semaine prochaine, et de voir si Nice va enfin... Allez, c'est bon quoi, 15 matchs sans victoire de suite. Je pense que c'est une série qui doit être placardée dans le vestiaire, au centre d'entraînement, où tu veux, sur les voitures, devant la mairie, dans le bureau d'Estrosi. Il faut savoir que Nice n'a pas gagné depuis 15 matchs en Europe et que c'est une anomalie colossale. Enfin, c'est ridicule et ils doivent un petit peu se dépasser là-dessus. J'ai repassé un petit coup de gueule sur leur parcours européen, ce qui n'enlève en rien, et je pense que vous l'avez compris, à quel point j'apprécie ce que fait cette équipe en Ligue 1, qui arrive dans ce calendrier de fou à maximiser à la fois son effectif, ses blessés, ses adversaires, à avoir, comme je vous dis, de la part de Francaise, vraiment la bonne vision sur ce qu'il faut faire. Et comme tu le dis, on a parlé d'infirmerie, il y a même des histoires. Hein. Attention à Jonathan Klaus, qui apparemment aurait simulé une blessure, parce que en cas, s'il joue 20 matchs, il y a une prolongation automatique, et lui voudrait quitter libre Nice à la fin de saison. Donc attention à notre ami Jonathan Klaus, qui pourrait peut-être la faire à l'envers. Alors on verra, parce qu'évidemment, dans l'article, tu as peut-être plus l'impression que c'est la version du club, peut-être que le joueur en a une autre, donc on va un petit peu tempérer. Mais c'est vrai que c'est bizarre cette affaire. Quoi qu'il arrive, c'est bizarre de voir ça de la part de Jonathan Klaus. Scipion, pour toi, c'est la meilleure appli pour les stats SofaScore. C'est vrai qu'elle est bien, mais moi j'utilise plutôt des trucs neutres parce que justement j'ai pas envie de me faire influencer par les stats quand je fais mes débriefs et dire par exemple, tu vois, tout à l'heure quelqu'un a dit Tati a été très bon, pourtant Tati sur SofaScore il a pris 4 de notes, qui est terrible parce que bon, son équipe a 5 buts, donc j'ai pas envie, tu vois, d'être influencé. Moi j'utilise Forza Football pour avoir tu vois, un truc très simple, très utile, ergonomique. Et après c'est vrai que pour d'autres stats, après tu vois, parmi les sites de stats il y a Transfermarkt qui est simple, qui va droit au but, le temps de jeu, les buts, les stats. Tu as aussi MPG qui a un bon algorithme pour savoir certaines statistiques données. Et sinon, pour SofaScore, je trouve que oui, aussi c'est sympa, tu vois, pour avoir en direct un petit peu un état des lieux des différents joueurs. Si Klaus s'est avéré, peuvent-ils suspendre son salaire? Ah oui, je pense que si vraiment le gars... Il a un petit peu triché en simulant une blessure pour cette histoire de prolongation. Oui, mais on parle beaucoup, vous savez, d'institutions fortes. Bah là, pour le coup, tu as les moyens de montrer que tu peux taper du poing sur la table et aller chercher un petit peu Jonathan Klaus, lui tirer l'oreille et dire qu'est-ce que tu crois, petit. Et non, le LOSC, ouais, qui a été maladroit, qui est tombé aussi. Il y a eu un retour de Melvin Bard sur une action de Félix Correa où je me suis dit, waouh, en fait, ils ont bien défendu, ils ont été malins. Côté lillois, il y a eu de la maladresse. En fait, c'est le Lille qu'on n'aime pas qui fait n'importe quoi derrière, à l'image du PAOK Salonique. Sauf que le PAOK Salonique, il y a eu 3 buts.
Ce soir, t'en as 0. Et c'est une équipe qui pourtant a un très bon potentiel. On sait qu'elle peut atteindre des sommets très hauts, mais il va falloir encore une fois trouver ce qui est le plus dur dans le foot, hein, cette efficacité. Et sur ce match-là, ça leur a échappé. Ça tombe bien parce que il y a Angers au programme, puis l'Étoile Rouge, et enfin, c'est quoi le dernier avant la trêve? Strasbourg. Ouh, oh, il va être pas mal ce petit calendrier pour les Lillois. Donc voilà, tu sortais d'une séquence pas mal en Ligue 1 où tu avais accroché le PSG, tu as battu Nantes, tu en as mis 6 à Metz. Tu es une des meilleures attaques en Europe. Mais là, pour le coup, il va falloir ne pas. Falloir trouver des solutions pour régler ce souci en attaque. Est-ce qu'il va remettre Giroud, voir un petit peu ça. Mais tu vois, par exemple, un Fernand Pardo, je l'ai dit après le match contre Metz, j'adore ce joueur et j'adore ce joueur au global. Mais quand il n'arrive pas à trouver le geste juste, c'est chaud, quoi. Et ouais, comme tu dis, Enzo, si notre ami Fernand Pardo n'a pas été à la hauteur des attentes, c'est aussi parce qu'en face, il y a un Thiago Gouveia en piston droit qui a été bien et qui a su le bloquer. Ouais, c'est vrai qu'Ivan Diouf, pas mal du tout, qu'on a sorti beaucoup et qui, sur le mois écoulé, est un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1. Le début a pu être un peu délicat avec les matchs contre Benfica, tout ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Ivan Diouf, il assume son statut de numéro 1 et de très bon gardien du championnat depuis qu'il a un petit peu émergé à Reims. Je suis bien d'accord avec toi. Mais ouais, pour Lille, attention, Ngoy, j'ai bien aimé, mais je trouvais que l'erreur d'inattention sur le premier but avec Baudard, ça peut faire tâche, mais ça reste un jeune joueur, donc faut accepter aussi, malheureusement, des fois, même si c'est une erreur directe, c'est dur, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et ouais, Baudard, je pense qu'en doublure, ça peut le faire. Pour la Coupe de France, pourquoi pas, mais en Ligue 1, on va espérer qu'Ozer revienne vite, hein, parce que là, et pourtant, Ozer n'est pas non plus le gardien incroyable et tout, mais bah là, tu as vu quand même une très grosse différence entre ton numéro 1 et ton numéro 2, quoi. On continue, dernier match, avec Le Havre-Brest et un succès havré, avec une tête de Sanganté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la détente de Sanganté, un petit peu vers l'arrière, fantastique, génial, vraiment, un coup de casque venu un petit peu nulle part, où le gars est allé la chercher, et c'était très fort. Je voulais voir qui était le passeur pour notre ami Sanganté, parce que je sais pas, j'ai l'impression que le ballon était un petit peu dévié ou quoi, mais ça vient d'un corner, et ouais, en plus il est sorti blessé, notre ami Sanganté. Mais non, le Havre qui bonifie du coup cette très très belle victoire du côté d'Auxerre. C'est Zouaoui, ouais, c'est Zouaoui qui a tiré ce coup de pied arrêté qui a été vraiment merveilleusement bien exécuté de sa part. Et ouais, le meilleur pour la fin. Et non, c'est une équipe où je me dis, t'as Le Havre, vraiment ce qui leur est arrivé la saison dernière avec ce sauvetage miraculeux, la panenka d'Abdoulaye Touré du côté de la Méno. Ils ont vraiment su capitaliser là-dessus parce que je trouve qu'ils se sont libérés d'un point en mode désormais en Ligue 1, on sait quoi qu'il arrive, on va jouer le maintien, on n'a pas d'argent. Et vous savez quoi, on n'a pas d'argent, et bien on va y aller à fond. On a viré 10 mecs, on en a pris 10 autres avec 0 €. Et finalement, en mélangeant tout ça au shaker, on arrive quand même à dégager une équipe. C'est vrai que le trio du milieu de terrain, Seko, le japonais, Abdoulaye Touré et Ebonog, un joueur que je découvre un petit peu, Simon Ebonog, qui est arrivé il y a quelques années dans la formation havraise, qui était prêté à Nancy. Et lui, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Du coup, tu vois, il passe de National à Ligue 1, c'est pas rien. Et j'ai beaucoup aimé son match, son activité. Il est pas loin d'ailleurs marquer un but qui est refusé pour hors-jeu de mémoire. Il dépasse de pas grand-chose. Et non, franchement, cette équipe havraise, elle a une âme. Elle a une âme, on pourra jamais lui enlever. Elle perdra des matchs, elle prendra des gros scores comme à Marseille. Mais je vous le dis, hein, vraiment, je trouve que cette saison, ils ont débloqué un truc dans le jeu et dans l'aspect mental où ça fait une équipe qui n'est simple à jouer pour personne. Et ça change. Parce que l'an dernier, tu avais quand même des matchs où on se disait « Ah, Le Havre, tu les joues, c'est 3 points faciles. » Et là, désormais, je pense qu'ils peuvent aller chercher à peu près n'importe qui, aller embêter beaucoup de monde. Et quand tu es dans cette mentalité-là, bah vraiment, je me dis que c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour eux de pouvoir faire ça, quoi. Pour avoir joué Le Havre et Angers contre Metz, qu'est-ce que c'était fait? Bah, en fait, après, des fois, il peut y avoir des absences, des matchs qui sont pas dingue, mais tu vois, leur victoire contre Nice, même juste avant, ils perdent contre Lens. À chaque fois, j'ai vu un peu plus de jeu. Ils ont envoyé du jeu par rapport à l'an passé, et c'est quand même une belle satisfaction, quoi. Mais oui, Mathieu Bonnemer, imaginez Mathieu Bonnemer avec un budget de 50 millions d'euros, même avec un budget de 10 millions d'euros. Quand tu vois
que là, cet été, ils te ramènent, tu vois, encore une fois, Briquet de Broc, ils te ramènent Fodé de Couré, qui a été très très bon, libre, du coup, du Red Star. T'as Rassoul Ndiaye qui monte en puissance. T'as Seko, belle trouvaille. T'as Moridio. Franchement, Moridio, fallait le chercher. Hein. À Clermont, quand Clermont était tu vois, sur une saison un peu mitigée en Ligue 2, Moridio, on sent qu'en Ligue 1, c'était un très bon gardien. Des fois, il y a des joueurs qui sont, je vais pas dire un petit peu voilà, frustrés, qui sont un petit peu dans le flou en Ligue 2. Par contre, en Ligue 1, ils aiment les paillettes, ils aiment le strass, ils aiment la lumière. Et peut-être que Moridio fait partie de cette catégorie-là. Et du coup, non, ils sont allés chercher leur victoire et c'est amplement mérité. J'aime beaucoup ce match. Ouais, la trouvaille. Alors, non, à Rodez, c'est Mpassi. Ils sont allés chercher 2 gardiens en Ligue 2 cette saison, Le Havre. T'as Lionel Mpassi qui était à Rodez depuis un moment, je crois. Qui était à Rodez depuis 2016. Ça, c'est quand même, tu vois, conséquent. Et Moridio, du coup, qui lui était à Clermont depuis. Ah non, qui était prêté à Rodez, pardon. Mais du coup, qui appartenait quand même à Clermont. Bien vu, les amis. Bien vu. Tu vois, j'étais passé à côté de ce court intérim à Rodez de la part de Moridio, que j'aime beaucoup. Hein. Comme gardien en Ligue 1, je trouve qu'il fait vraiment le job de fou. Côté brestois, j'ai vu des supporters atterrés. Alors, Brest est 14e de Ligue 1. C'est vrai qu'ils n'ont que 9 points, Brest. Ils n'ont pas gagné sur les 4 derniers matchs. Ils ont un match sympa qui arrive contre Lyon en prime time. Et on sait que l'OL à Francis Leblay, généralement, j'ai souvenir de quelques vagues, de quelques matchs où ça se passe mal. Mais ça va être pas mal de voir comment ils vont réagir après ce match difficile. Et peut-être que la réalité de Brest, même si je pense que par rapport au 11 de départ, la profondeur de banc, j'ai un peu plus de doute, mais le 11 de départ, ça doit être à l'abri vis-à-vis du maintien. Il va falloir que... C'est dur, hein, parce qu'encore une fois, on sait par quoi est passé Brest, par cette saison 2023-2024 exceptionnelle, la 3e place, la Ligue des Champions. Une saison où finalement, ils ont mal commencé, puis en Ligue 1, ils se sont fait un ventre mou tranquille. Il faut faire le deuil de tout ça. Hein. C'est ce que je vous ai dit il y a quelques temps pour des équipes, tu vois, qui ont vécu des sensations exceptionnelles. Il faut aussi que Brest tourne cette page et se remette au charbon et que... Voilà. Hein. Ouais, même le Paris FC, mine de rien, pas de danger majeur, mais il va falloir se construire un matelas. C'est vrai qu'il y a des équipes, de toute façon, ça peut aller vite hein, dans un championnat 18. Des fois, on peut le voir en Bundesliga, il y a moins, finalement, le ventre mou qui pouvait se limiter, enfin, qui pouvait être dans un championnat 20 clubs, aller à 4-5 équipes. Là, peut-être, ça va être 1-2, tu vois. Potentiellement, là, tu dis qu'aujourd'hui, dans le ventre mou, t'as Toulouse qui est à 14, qui est à 5 points d'avance sur Lorient, qui est à 5 points de Marseille, donc c'est pile, tu vois, ce que tu dois prendre comme cohérence, comme cap. Et pour le reste, ouais, bah, tu vas devoir t'engager dans cette bataille. Mais Brest, c'est vrai que tu vas aussi à Marseille après, quoi. Attention, parce que là, tu affrontes 2 équipes du top 5 Ligue 1. Tu affrontes 2 belles équipes sur le papier. Même si c'est 2 équipes qui passent par de drôles d'émotions récemment. Donc ça va être intéressant, quoi. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que Brest est un club qui se pense supérieur aux autres alors que leur objectif en chaque début de saison devrait être le maintien. Oui, bah, je pense aussi que quand tu as goûté, à un hôtel 5 étoiles, à la belle literie, aux pantoufles, au peignoir, au petit déj au lit, et que tu dois repartir dans un Formule 1, oui, ça doit piquer. Bah, je pense que pour Brest, c'est peut-être la même chose, mais je peux comprendre, hein, il faut se remettre la tête à l'endroit. Après, c'est quand même un club qui a globalement très bien travaillé sur les dernières années, qui a toujours su retomber sur ses pattes. Ils se sont affaiblis, c'est vrai que quand tu perds Lespelou, Camara, quand tu perds beaucoup de monde, ça doit jouer. Ils ont dû reconstituer un banc. Je pense que Brest, ils vont se mettre à l'abri au bout d'un moment quand ils vont faire comme d'habitude une petite série. Peut-être qu'ils seront pas... L'an dernier, ils ont terminé quoi 9e, 10e peut-être plus 10e, 11e. Peut-être qu'ils seront pas là, peut-être qu'ils seront plus 13e, 14e. Mais je suis pas non plus, tu vois, hyper inquiet pour eux, quoi. Les amis, je vais pas forcément faire d'équipe type parce que j'ai pas pu voir tous les matchs, donc j'aurai pas un aperçu global, mais je pense que vous avez une idée évidemment
des joueurs qui me viennent en tête pour les tops et les flops. Voilà, je mettrais évidemment, si j'avais une équipe type, je mettrais Pavel Chouk, je mettrais Ablin, je mettrais Akliouche, je pense à Arsène Kouassi, Yevan Diouf qui a été très très bon encore une fois, Gauthier Hein malgré son carton rouge, ou peut-être plus un Kouao ou un Demengue. C'est vrai qu'on n'avait pas encore, tu vois, c'est dur, j'avoue, c'est dur pour les Messins, parce que il y a un mec qui m'a dit, ça se trouve, Metz va faire toute une saison sans équipe type. Et la seule journée où je dis que je fais pas l'équipe type parce qu'il y avait tous les multiplex, tout ça, voilà, je les mets pas dedans. Allez, tu sais quoi, pour pas les frustrer, je vais quand même faire une petite équipe type de ce que j'ai vu dans un multiplex. Donc, c'est un échantillon qui est assez, voilà, je vais pas dire hasardeux, mais qui ne va peut-être pas représenter voilà, tout ce qui a pu se faire lors de cette journée. Mais par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai apprécié dans cette journée, donc évidemment, on va mettre Yevan Diouf au cage. Je vais mettre votre petit Kouao en défense, qui a été hyper courageux, hyper intéressant. Je vais mettre le Kouassi aussi à gauche, qui a été pas mal du tout. Vaz, Vaz évidemment, hein. Vaz, qu'est-ce que tu veux dire d'autre sur Vaz? Tu sais quoi, je pense que je vais mettre aussi Sheriff en pointe, parce que je trouve que le but est trop fou. Enfin, vraiment, le but est épatant à quel point il a su rapidement aller faire mal à cette équipe. On va mettre, ouais, peut-être qu'on va faire plus, quoi, ouais, après, c'est une équipe type, allez, je vais peut-être même pas respecter les postes, on va mettre Pavel Chouk, Ablin, ouais, Cresswell, bien vu les gars. On va mettre Sanganté, je pense, pour compléter avec lui, ça va être pas mal. Hop. Notre ami Cresswell, on va mettre Sanganté. Ablin, du coup, je vais passer en espèce de 4-3-3, évidemment, pour l'inclure. Et en fait, il me manque juste un Monégas, donc Akliouche. Et puis voilà, le 11, il est très très bien. Il me plaît, il est offensif, il a de l'allure. Je pense que ça résume à peu près ce qu'on a vu. Il y en a d'autres qui méritaient évidemment avec tout ça, quoi. Du coup, ça fait Yevan Diouf au cage, Kouao, Cresswell, Sanganté, Kouassi en défense, Chouk, Barco, Akliouche et au milieu de terrain. Et puis devant, Ablin, Sheriff et Robinho Vaz. Prochaine journée, du coup, on y va de nouveau pour un petit point sur ce qui va se passer dans cette journée de Ligue 1. Donc on sera sur la 11e journée. Samedi 17h, PSG Nice. Ensuite, Monaco PFC à 19h. Après, on aura Auxerre-OM. Petite odeur du sang quand même, hein, on peut le dire, hein, sur ce match à 21h05. Le dimanche 15h, Rennes-Strasbourg, ça pareil, pas mal, hein, on aime le scénario. On aura 4 matchs dans le multi, comme il n'y a pas de match le vendredi, avec Toulouse-Le Havre, Lens-Lorient, Lille-Angers, Nantes-Metz. Et enfin, pour clôturer, en prime time, le Brest-OL. Donc pas mal cette journée. Ouais, c'est vrai que la journée du samedi et même l'enchaînement, franchement, il y a moyen qu'on ait encore une journée de Bundesliga, hein, comme on aime. Et je sens qu'on va de nouveau se régaler. Merci à tous les amis, je vais m'arrêter sur ce. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois jusqu'à tard, au-delà d'une heure du mat, ça fait grandement plaisir. Merci encore une fois pour votre soutien, pour tous les likes, les étoiles, les commentaires. N'hésitez pas à bombarder, comme je vous le dis, ça aide toujours pour le référencement. Comme ça, en plus, ça me fera plaisir de vous lire. J'aime beaucoup toujours voir des gens dire « Ah, j'aime bien quand tu parles de telle équipe, j'aime bien quand tu mets l'accent sur peut-être les petits du club du championnat. » C'est normal, c'est le débrief Ligue 1, c'est pas le débrief du top 5. Donc, à peu près logique de pouvoir parler de tout le monde. On se retrouve, nous, dimanche soir pour un nouveau débrief Ligue 1. Profitez bien voilà, d'Halloween, du jour férié qui va arriver, même si ça tombe sur un samedi. Et puis, on se dit à très très vite les amis. Salut à tous.